Alors donc, bah, merci d'être tous, là et d'avoir partagé votre petite météo du jour. Donc, i aujourd'hui, j'ai invité Romain, pour, qu'il nous parle un peu de son écosystème à lui et du cheminement qui a été fait à l'intérieur, de l'UDN et des JDN autour de cette question, des communs et des modèles économiques, sujet donc qui nous réunit depuis un certain nombre de mois. On a eu, plusieurs, intervenants, qui viennent tous en fait un peu, d'écosystèmes différents. Je trouvais que ça manquait un peu, d'entendre, Romain, les JDN et l'UDN, dans ce parcours. Il y a aussi le fait qu'en ce moment, comme vous l'avez tous dit, c'est vraiment un sujet, qui concerne, beaucoup de sujets, que beaucoup de facilitateurs, en tout cas, moi ça a été mon questionnement au tout début et puis donc j'ai embarqué du monde là-dedans, qui est exactement, du coup je vais rebondir sur ce que Anne a dit tout à l'heure. C'était cette question de comment est-ce qu'on peut, créer un modèle économique, qui soit, viable, c'est-à-dire qui amène, un retour de valeur, par rapport à ce qui est donné, tout en, donnant ce contenu, au commun et surtout l'idée, si je reprends, les dires de Laurent Marceau qui est venu à une soirée, l'idée étant évidemment de faire un passage à l'échelle et de faire en sorte que le plus de ressources soient mis à disposition du plus grand nombre pour, faire avancer, le schmilblick à différents niveaux, hein, que ce soit, des outils, que ce soit, des process ou que ce soit, des méthodes, qui font avancer, les choses, dans le commun. Donc là, Romain, il va nous faire une petite présentation de là où il en est de la réflexion sur les communs. Il y a aussi, vous êtes, tous au courant qu'il y a eu un appel aux communs, de l'ADEME et du coup, on est plusieurs en fait, entités et plusieurs personnes à se questionner de comment, financer justement ce travail, de contribution au commun, puisque pour le moment chacun le fait un peu dans son coin et qu'il n'y a pas vraiment, un financement de ceux qui œuvrent à le faire. C'est plutôt chacun, prend un peu de temps de son côté, pour, réfléchir et on essaye de voir comment est-ce qu'on pourrait tous ensemble, en fait, créer vraiment, une convergence et surtout, moi, ce que j'ai l'impression, toujours pour rebondir sur ce qu'a dit Anne tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un besoin de se cultiver sur ces questions, d'avoir plus d'informations. Et moi, c'était vraiment ça, le but, des soirées et aussi du fait que je diffuse, que je communique là-dessus, et que je fais en sorte qu'il y ait le plus de monde possible dans ces questionnements. Parce qu'en fait, plus il y a de questions de poser et plus ça donne lieu à des réponses, de droite, de gauche et que, tous ensemble, on commence à trouver un chemin, en fait. Voilà, donc Romain, je vais te laisser, faire un petit peu ta petite présentation et l'idée c'est, bah, voilà, après c'est de questionner tout ça, ensemble, que chacun puisse réagir, ce que ça évoque pour chacun dans son propre écosystème, hein, parce on vient tous d'écosystèmes différents, il y en a qui sont déjà entre guillemets «un peu avancés» sur cette question des communs et puis d'autres qui découvrent. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse, y trouver, des ressources, des réponses à leurs questions. Voilà. OK. Eh bien, merci de m'accueillir et puis merci de vos messages de soutien. Effectivement, j'ai un peu le trac, mais je vous rassure, vous pourriez être 3 et toutes très sympathiques, j'aurais quand même le trac. Ça fait 10 ans que c'est là et ça part pas, voire ça se renforce, alors c'est comme ça. Et Voilà. comme disait quelqu'un dans les messages, c'est de là que vient l'énergie aussi, donc quelque part, c'est que c'est un sujet qui me tient à cœur et je suis content d'être, là avec vous. Parmi les questions dans la préparation que je me posais, c'est OK, dans les notions de commun, il y a plein de questions, il y a plein d'informations à donner. Dans notre chemin, les questions qu'on a traversées, là où on en est, il y a aussi plein d'informations et comment partager ça en 20 minutes. C'est pas évident. Alors, je vais essayer de relever un petit peu le défi. Si jamais je parle trop vite, notamment Christelle, n'hésite pas Mmh. Ouais, à ouais. me Après, je suis ralentir. prête pour te poser des questions sur ce que tu racontes, si c'est pas clair pour moi, Ouais, carrément, ouais, OK, carrément. Je vais partager mon écran. OK. Est-ce que vous le voyez bien?
Ouais, c'est bon. Clair. Ok, super. Alors du coup, à cette question de quel est notre chemin vers les communs, vers l'économie de la contribution, j'ai eu envie quand même de retracer un peu l'histoire, c'est-à-dire les questions qu'on s'est posées petit à petit et comment on en est venu à là où on en est maintenant, même si là où on en est maintenant, c'est encore instable en construction. Mais c'est vraiment un chemin empirique d'essais-erreurs et d'ajustements progressifs dans cette notion de commun et dans ces modèles économiques autour de ça pour les pérenniser, quoi. Déjà au départ, ça a démarré chez nous. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'Université du Nou, mais je pars du principe que vous connaissez. Mais en gros, c'est des expériences apprenantes autour de la gouvernance partagée et du faire ensemble. Et qui a démarré par une croyance de départ qui est le don est source d'abondance. Donc, quelque part, il y avait, même si on n'avait pas encore la notion de commun, il y avait cette croyance, cette foi au départ, et qui s'est notamment traduit dans les ateliers du Nou, notre premier séminaire qui a fait un peu la notoriété du DN, qui est un format expérientiel de 3 jours en résidentiel, avec un modèle économique complètement absurde où il y a 4 animateurs pour 16 participants et où on bosse de 7h à 23h. Donc, en termes de jours hommes d'animation, c'est assez énorme. On vient avec un camion chargé de matos. Et tout ça en participation consciente, c'est-à-dire que les participants, à la fin, même s'ils payent maintenant les frais pédagogiques, même si au départ, ce n'était pas le cas, ils peuvent très bien laisser 10 centimes d'euros. Donc, un modèle de départ assez absurde au niveau économique, mais néanmoins qui a vraiment été notre position qu'on a tenue et qu'on tient toujours fort. Avec aussi ce qui s'est traduit après dans la création de fiches, d'affiches. On avait la chance d'avoir dans l'équipe des fondateurs François Piranda, qui a un vrai talent de graphique. Et du coup, petit à petit, on a commencé à produire des fiches processus, des affiches, etc. Tout ça en CC by SA, donc téléchargeable. Et c'est des documents qui ont commencé à circuler beaucoup dans les réseaux, où même si les gens ne nous connaissaient pas, en fait, vu que c'était facile à imprimer et que c'était aidant dans le fonctionnement des associations pour les prises de décision, etc., ben, ça a pas mal circulé, quoi. Et ce qui nous a amené, donc je vais assez vite hein, dans cette période Ouais, c'est bon. très très foisonnante de ces débuts où il y avait beaucoup d'énergie, on se payait pas vraiment, mais il y a beaucoup de créativité et beaucoup ouais, d'énergie dans le don, et c'était vraiment du don sincère et entier, quoi. Le résultat de ça a été effectivement, il y a bien eu de l'abondance, mais pas en euros, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'énergie, de créativité, ça crée un lien fort en fait dans une communauté, notamment la participation consciente, même si les sommes données n'étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on aurait besoin. Par contre, il y avait un vrai lien d'engagement avec les participants, les participantes qui du coup parlaient de nous, beaucoup de bouche à oreille, ce qui nous a amené assez vite à avoir des listes d'attente qui ont enflé jusqu'à 1 an et demi pour s'inscrire à des ADN. Et puis petit à petit, des demandes d'accompagnement de structures et aussi beaucoup de demandes d'inclusion dans l'UDN, c'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde voulait rejoindre l'UDN. Donc tout ça, c'était très riche, par contre, pas forcément viable au niveau économique. Alors, on était face à cette question du coup de, OK, il y a une demande exponentielle qui croît. Comment on peut y répondre sans s'épuiser, alors que notre modèle, il est un peu à pair. Donc, en fait, si on multiplie ces ADN et cette démarche-là, on risque de s'épuiser parce que, OK, la créativité des débuts, c'est super, mais à terme, comment ça marche? Et sans tomber dans un modèle qui serait un modèle exponentiel de nos ressources, on deviendrait une énorme structure qui nous ferait perdre un peu notre raison d'être, notre âme et aussi je dirais notre spécificité ou notre qualité un peu d'artisan. On se vivait plutôt comme une compagnie artistique, une tribu, quelque chose avec beaucoup d'attention donnée à la qualité. Et un modèle en fait exponentiel où on recruterait plein de gens sans trop les former, où du coup tout le monde se retrouve à faire plein de trucs partout. On sentait bien que ça ne nous convenait pas, mais on ne savait pas trop comment faire autrement. Alors ce qu'on a fait, c'est déjà on a créé une coopérative en 2014 pour porter la partie accompagnement d'entreprise dans cette vision que la dimension politique, les ateliers du Nou, la création de commun restent dans l'association UDN, mais qu'une façon de commencer à traduire économiquement toute cette comment dire, cette dynamique autour de l'UDN, c'était de pouvoir transformer certains accompagnements plus rentables d'entreprises au travers d'une coopérative qui serait un peu notre outil économique.
Donc ça, c'était déjà quelque chose qui a commencé à nous apporter un peu d'air, un peu de financement, notamment de nos salaires, et aussi de résoudre des questions fiscales. Deuxième pas important, ce qui a été permis par Colibri, qui nous a offert en 2017 la possibilité de faire un premier MOOC gouvernance partagée, où là, on a foncé tête baissée dans produire tout un tas de vidéos, alors qu'avant, on était vraiment dans un modèle très expérientiel, très peu théorique. Du coup, on a commencé à produire des vidéos, des fiches interactives, des exercices, etc. Et tout ça en CBSA toujours. Ce qui a touché beaucoup de personnes dans différents pays et ce qui a permis aussi de créer tout un tas de groupes de pairs qui se sont constitués autour de ce MOOC. Donc là, ça a été un pas plus loin aussi dans cette logique de commun. Mais on était toujours face à cette même question, c'est OK, ça a permis en fait de répondre à un premier niveau d'information, de ne pas répondre à la demande que par des ADN qui étaient un format très consommateur en ressources, mais en même temps, il y avait toujours plus de demandes. Et puis maintenant, en plus, il y avait vraiment une communauté apprenante qui commençait à exister. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que l'UDN doit devenir une plateforme, doit devenir cette communauté apprenante? Donc là, on est passé de nouveau par pas mal de questions existentielles. On a même à un moment lancé toute une campagne de crowdfunding. On a communiqué sur le fait que l'UDN allait muter, se transformer en plateforme, pour finalement, chemin faisant, se rendre compte que de nouveau, on perdait notre identité de départ. Et que si la communauté apprenante avait besoin d'exister, il fallait que l'UDN reste un endroit en fait bien identifié, producteur de contenu, producteur d'expertise avec sa patte, quoi. Du coup, c'est comme ça qu'on est venu à plutôt créer l'organisation des jardiniers du Nou pour porter toute cette dimension communauté apprenante et commun, avec cette raison d'être, des communautés apprenantes et des communs pédagogiques pour apprendre ensemble à coopérer. Au départ, l'UDN restait l'incubateur administratif et financier de cette démarche jusqu'à la création de l'association qui est arrivée 1 ou 2 ans plus tard. Et puis, du coup, les JDN ont lancé en 2019 le Grand Jardin, qui est un réseau social open source développé à partir du logiciel open source Hub, dans l'objectif de relier et de soutenir tous ces participants aux ADN, au MOOC et de faire vivre en fait cette communauté apprenante, de lui donner un lieu pour qu'elle puisse se retrouver et continuer à se développer sans que nous, on en soit les responsables ou les Oui. tuteurs ou je ne sais quoi. Que ce soit quelque chose qui ne soit pas trop centralisé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un endroit en fait qui permette à ces communautés de se développer et puis aussi qui laisse de la place à tout un tas d'initiatives qui sont nécessaires au dynamisme d'une communauté, quoi. Et puis on a continué aussi un peu cette expérimentation avec Colibri, avec l'UCPO, qui est donc l'Université des Colibris pour les organisations, qui est une branche qui s'est développée chez les Colibris pour vendre de la formation en ligne aux organisations. Donc on a commencé à vendre de la formation avec donc la plateforme 360 Learning, qui est donc une plateforme de MOOC très classique. De formation, quoi, en ligne. Ouais, de formation propriétaire, mais dans lequel en fait on ne pouvait pas héberger la partie création de connaissances pair à pair, et donc c'est pour ça qu'on avait un wiki sur YesWiki pour le pair à pair. Et puis on avait une convention de partenariat entre Colibri et Hum étant la coopérative qui vendait ces formations, enfin qui participait aux formations de Colibri avec les contenus de l'UDN. Le gros intérêt de ça, ça a été de démontrer déjà qu'en fait, c'est possible de vendre de la formation avec des ressources éducatives libres. C'est-à-dire que malgré le fait que nos ressources soient en CC BY SA, on se disait, mais est-ce que c'est possible de vendre la formation alors que par ailleurs, ces ressources, elles sont accessibles gratuitement, quoi. Et ça a été vraiment le test de dire oui, parce qu'en fait, il y a une valeur ajoutée qui est créée dans l'animation, dans le fait d'avoir un contenu structuré, dans l'ergonomie de la plateforme, etc. Ce qui a permis de valoriser aussi financièrement la création de ces communs. Et puis aussi de tester comme valeur ajoutée justement par rapport à d'autres formations, vraiment la dimension du pair à pair comme un vecteur fort de motivation et d'intégration. Par contre, les limites de ça a été qu'on avait un environnement technique qui était hyper complexe. On avait la plateforme de 360 Learning, le wiki, le grand jardin pour la communauté au final. C'est-à-dire qu'une fois que les gens avaient fini la formation, on leur proposait de s'inscrire au grand jardin. Et puis le fait que 360 Learning, c'est un outil propriétaire
qui coûte assez cher, qui n'est pas vraiment adapté au pair à pair, donc on est obligé de le compléter, sur lequel on n'avait pas vraiment d'accès parce que c'est pas une gouvernance commune, donc du coup, on ne peut pas vraiment contribuer à l'évolution du code. Et puis, il y avait une confusion des rôles et des marques entre Colibri, JDN, l'UDN, et puis des formations qui étaient vendues sous la marque Colibri, alors que nous, on y mettait énormément d'énergie. Et puis, au final, en fait, finalement, pour les usagers qui se font accompagner là-dedans, c'est pas Colibri en fait qui a l'expertise et la relation client en fait c'est important pour nous qu'elle se passe dès le début parce que des fois c'est pas une formation dont ils ont besoin, une organisation notamment c'est autre chose. Et voilà, il y avait un peu une confusion des rôles et des genres dans la mayonnaise qui n'était pas forcément optimum. Alors on s'est de nouveau posé la question de comment on clarifie, comment on simplifie, comment on articule tout ça. Comment on répond, enfin, notamment avec cette multiplicité d'outils, de marques, de rôles, avec des flux administratifs et économiques assez compliqués, notamment parce qu'au départ, on pensait en fait que donc, UDN allait être la partie politique, création de commun, que l'outil économique allait générer des revenus qui nous permettraient de financer l'UDN dans sa fonction d'intérêt général et de production de commun. Et puis les JDN, on ne savait pas trop quel serait le modèle économique et quelle était la place là-dedans au-delà de la plateforme. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire cette notion d'archipel comme on le souhaitait, c'est-à-dire avec des organisations indépendantes avec ce type de fonctionnement, notamment parce qu'au niveau fiscal et juridique, il y avait vraiment une confusion d'intérêts entre l'association et la coopérative et que notre modèle de structuration, il ne marchait pas et qu'on risquait un redressement fiscal, on risquait tout un tas de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui faisait que ce modèle ne fonctionnait pas. Espèce de conflit d'intérêts, des trucs comme ça, quoi, Ouais, conflit d'intérêts, le risque que toutes les activités de l'UDN soient fiscalisées, le risque en fait, on dise, mais en fait, il y a des bénévoles dans l'UDN, mais qui servent la coopérative Ouais, donc du coup, ça soit requalifié, enfin, voilà, des risques au niveau sociaux et fiscaux qui font qu'on s'est dit, bon, en fait, il faut qu'on clarifie ça. Et puis en plus, ça génère énormément de paperasse qu'il fallait faire des conventions de partenariat entre ces différentes structures et ça ouais, devenait vraiment compliqué. ouais. Du coup, je vais faire un petit aparté dans cette réflexion en fait, sur comment on restructure tout ça, sur une découverte grâce à Lorenzo Favia, Yeah! toujours le même, qui nous a mis en lien avec Lionel Lourdin et avec cette logique d'économie de la contribution qui nous a permis de clarifier pas mal de choses. Notamment dans cette association de deux idées, de deux façons d'aborder l'économie, c'est l'économie de la contribution et des communs et l'économie de marché avec tout ce qui est vente de services et marques. Et l'idée, c'est plutôt que d'être dans un truc duel, c'est comment les deux peuvent se compléter. Avec d'un côté une logique autour des communs et de l'autre la vente de services tiers qui permettent de valoriser l'utilisation de ces communs. Ce qu'on avait commencé à tester un peu avec ces formations en ligne. Avec par contre un enjeu de bien clarifier à chaque fois quelles sont les entités de chacun, les identités de chacun, et que chaque entité ait une intention claire dans ce processus. Et puis l'enjeu de designer des services tiers associés au commun, c'est-à-dire à quels endroits en fait il y a vraiment du service qui est monétarisable, à quel endroit c'est vraiment des communs, il faut que ça reste des communs. Ouais. Un exemple de ça, qui est assez connu, mais qui je trouve est très parlant, c'est l'exemple de Linux, où au niveau de l'économie des communs, on a donc le noyau Linux qui est le cœur du logiciel, qui est vraiment ce qui fait l'intégrité de Linux, avec une fondation Linux qui gère l'évolution de ce noyau et qui a vraiment fonction de tiers de confiance et qui garde l'intention de Linux. Et puis un outil de forge en fait, qui permet de faciliter le développement collaboratif autour du noyau. Et au niveau de l'économie de marché, donc la vente de services, il y a l'Institut Linux qui vend de la certification à des entreprises, donc des formations certifiantes, pour que ces entreprises après soient reconnues dans le secteur pour vendre elles-mêmes des distributions de Linux spécifiques aux besoins des clients, du support technique, des produits technologiques à base de Linux, de la formation, etc. Et du coup, ces entreprises, en fait, déjà, elles financent la fondation par le biais de ces certifications, et surtout, elles ont un intérêt économique à ce que le noyau Linux il fonctionne. Donc, en fait, elles vont contribuer au développement de Linux grâce à cette forge à commun. Donc, il y a une boucle vertueuse qui se met en place
où du coup, il y a du temps de développeur qui est consacré au développement du noyau et qui génère après la possibilité pour ces développeurs de vendre du service autour de ça. Et ce qui est important là-dedans, c'est que la fondation Linux, elle définit les règles de gouvernance qui permet que le noyau Linux, c'est pas tout le monde qui fait n'importe quoi avec, vu que c'est vraiment le cœur de la machine et a un besoin d'intégrité à cet endroit-là. OK. Du coup, si on en revient à notre cas pratique, on en est venu à restructurer cette logique d'archipel, à dire en fait, on va fusionner UDN et dans une SIC, qui est la SIC dans laquelle on produit des contenus, les formations, les accompagnements. Devenant une marque potentiellement parmi une autre de cette SIC, une des activités à côté d'activités plus politiques ou plus d'intérêt général. Et puis, les jardiniers du Nou qui vont aussi vers la création d'une SIC en tant que tiers de confiance un peu multi-acteurs pour gérer et partager les communs au service de ces communautés apprenantes. Et donc, qui peut réunir à la fois les usagers de ces communs et de ces communautés et les producteurs d'accompagnement et de contenu. Romain, Ouais. pourquoi pas avoir fait une seule SIC et avec les 3 entités dedans? Alors, on s'est posé la question de ça et en fait, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment intéressant d'avoir des entités avec des intentions claires qui ne sont pas en fait focalisées au même endroit et qui peuvent être en interaction. Et puis, on a toujours été, nous, dans un aller-retour entre, OK, l'UDN, ça va devenir un grand truc avec plein de choses. Et en même temps, on risquerait de perdre notre qualité, j'ai envie de dire, de petite équipe un peu tribale, avec des objets, avec une vision très spécifique de la gouvernance partagée, et envie de garder cette capacité à avoir un point de vue angulaire, j'ai envie de dire, tranchant. Alors que dans la dimension plus multi-acteurs communauté, on est plutôt dans quelque chose qui a besoin d'une grande diversité, beaucoup d'ouverture, de souplesse et d'un croisement d'approches, tu vois. Ah oui, OK, d'accord. Donc là, c'est plus, le côté, design, UDN et vous vous rapprochez dans l'intention qui est donc de former et de voilà, d'être, dans votre communication de gouvernance partagée et Jardinier de nous, on est sur quelque chose de plus ouvert, plus, archipélique, et cetera. C'est ça? Exactement. C'est que du coup, dans le jardinier du nous, on va pouvoir se retrouver avec l'instant Z, Ouais, la gouvernance cellulaire, tout un tas d'approches plus ou moins proches de la gouvernance partagée, intelligence collective, coopération au sens large. Donc quelque chose qui au niveau de l'UDN, qui aurait été très diluant en fait de l'identité de départ de ouais, l'UDN. ça aurait Alors dû que par contre, avoir les deux, il y a l'UDN au sein de cette communauté qui apporte son point de vue singulier parmi d'autres, ouais, avec du coup une possibilité de croisement, de fertilisation au sein des JDN. d'accord. Peut-être juste pour donner un petit aperçu, parce que je sais que vous êtes dans des réflexions au niveau aussi, est-ce que vous êtes resté un réseau ou est-ce qu'il y a une structure pour porter cette économie. Mmh. On s'est posé la question en disant, OK, on fusionne et UDN, est-ce qu'on va plutôt sur un modèle de CAE ou plutôt une entreprise, je prends des polarités, hein, CAE, plein de gens, vraiment fonction support mutualisée, mais c'est tout. Et l'autre option qui serait plutôt une entreprise très resserrée avec un petit nombre de personnes. Avec l'image qu'on donnait, c'était soit un port d'Amsterdam avec voilà, de nouveau plein de foisonnements, soit la muraille de Chine, donc un truc très serré, quoi. Et en fait, du coup, on est venu à se poser la question de, mais dans l'histoire de l'UDN, qu'est-ce qui a vraiment été, qu'est-ce qui a fait sa force, ou qu'est-ce qui a été vraiment utile. Et c'est de se dire, en fait, ça a été la capacité d'investir ensemble dans des innovations, dans du matériel, dans la création de design pédagogique, dans du contenu. Ça a été aussi de pouvoir porter une vision un peu politique et qui venait du coup en complément de cette dimension de mutualiser des fonctions support. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas juste une CAE, c'est bien un objet commun avec lequel on développe notre métier et qui nous appuie dans notre métier quotidien.
et avec une recherche aussi qui était comment on concilie les besoins de liberté individuelle, parce qu'on est tous des créatifs, si on avait un truc hyper planifié, on dépérirait sur place, et en même temps, sans que ça soit un gros bordel dans lequel en fait, on fait toujours l'innovation et il n'y a pas d'amortissement. Donc, comment on trouve cet équilibre entre innovation, amortissement, planification, liberté d'initiative, épanouissement individuel, épanouissement collectif, etc. Et du coup, en créant cette cycle, on s'est dit, OK, on va mettre au cœur en fait, un projet commun qui, lui, est planifié à l'année, qui nous permet de piloter les investissements dans des nouvelles innovations, dans du contenu ou dans des activités qui n'ont pas de rentabilité économique, mais qui ont un impact social ou qui contribuent à notre projet, à notre raison d'être. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le projet commun, qui est défini par la gouvernance en fait à l'année. Et puis par contre, à côté, il reste une place du marché qui là permet de gérer toutes les demandes en fait entrantes et de se répartir de manière un peu plus comme une CAE les dossiers qui arrivent. Avec du coup, en fonction des personnes, plus ou moins de pourcentage d'activité qui est dédié au projet commun ou à cette dimension variable. Et notre objectif, c'était de pérenniser notre capacité à créer, à innover, de libérer la puissance des producteurs, c'est-à-dire qu'ils aient, parce que jusqu'à présent, on faisait nous-mêmes les fonctions de support qui n'étaient pas rémunérées. Donc là, c'est dire, OK, maintenant, on peut professionnaliser ces fonctions de support pour que nous, on puisse vraiment se consacrer à notre métier. Attends, Et Romain, est-ce que tu ouais, peux juste spécifier c'est quoi les fonctions support? les fonctions de support, ça va être, alors chez nous, ça va être, bon, il y a tout ce qui est classique, c'est gestion des feuilles de paie, administratif, compta, etc., qui serait là, qui pourrait être assez commun que dans une CAE. Sauf que là, nous, les fonctions de support, ça va être aussi gérer les inscriptions à des séminaires, à des formations, réserver les lieux, gérer le matériel, parce qu'on utilise beaucoup de matériel, donc en fait, il faut gérer ce matos. Et toute comment dire, l'animation du fonctionnement interne qui permet que voilà, la Encadrement communication, de tout, quoi. Enfin, tout ce qui permet que ça marche, quoi, en gros. C'est c'est ça ça, que tu support. c'est OK. ça. Mmh. Donc, Euh, mutualiser, comment vous envisagez de mutualiser ces fonctions-là? Support? Ben, en fait, c'est le principe de la SIG, c'est qu'en fait, c'est du coup elle qui vend et qui facture. Et nous, en interne, on a soit des salariés, soit des prestataires externes, en fait, qui ont aussi une activité par ailleurs et qui, du coup, refacturent après à la SIC leur temps d'animation, quoi. Donc Donc, en fait, c'est ça ça passe par la SIC, en fait, quelque part. Donc elle prend un pourcentage qui permet de financer tout ça. d'accord. Maintenant, si j'en viens au jardinier du Nou, la clarification qui a été donnée, c'est du coup cette logique de tiers de confiance où les jardiniers du Nou, ils proposent un environnement technique et juridique et l'animation de cette démarche en commun qui permet de générer des communs de type une plateforme de co-apprentissage, une base de connaissances structurée, une forge à commun, et d'accompagner en fait les membres actifs qui sont donc ces formateurs, ces producteurs de contenu, avec ce support technique et puis aussi des apports pédagogiques sur comment faire des formations hybrides, c'est-à-dire qui mélangent le présentiel et le distanciel, intégrer des logiques de pair à pair là-dedans, etc. Ces formateurs, en fait, ils génèrent du contenu, des vidéos, des fiches, des exercices, forts de cet accompagnement des JDN. Du coup, ils accompagnent des usagers, donc soit des personnes, soit des organisations, en proposant voilà, des espaces de formation, d'accompagnement. Et l'intérêt, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est que les communautés d'usagers aussi peuvent créer du contenu, aussi peuvent créer des communs. C'est-à-dire qu'eux, ils vont apporter une expertise d'usage et ils vont apporter cette dimension donc, entre le commun générique qui est vraiment commun à tout le monde et spécifique. C'est-à-dire qu'ils vont apporter cette capacité à rendre concret, à, à rendre spécifique, par exemple, la gouvernance partagée dans un hôpital ou dans un habitat groupé, ça ne va pas être pareil. Donc, du coup, ils vont pouvoir partager, par exemple, des parcours d'inclusion, des types de rôles, des cas de sécurité, des choses qui vont être vraiment spécifiques à un contexte. Et donc, ils vont eux aussi créer de la valeur à cet endroit-là. Et ce qui est intéressant aussi dans la boucle vertueuse que ça crée, c'est que du coup, grâce à l'accompagnement des formateurs, petit à petit, ils vont personnaliser leur environnement d'apprentissage, créer des contenus complémentaires aux apports génériques, théoriques, et tout ça en s'appuyant sur un tiers de confiance, les JDS, ce qui fait que même si le formateur il est plus là, en fait, ils ne sont pas dépendants du formateur à cet endroit-là, c'est qu'ils ont bien accès à une plateforme pérenne et un endroit où en fait l'open source fait que les contenus qu'ils produisent restent open source quelque part et ne sont pas à la propriété du formateur qui a mis en place le dispositif.
Donc l'idée, c'est de faire cette boucle vertueuse et cette production à plusieurs échelles de communs sur différents niveaux. Bon, désolé, là, peut-être que je vais un peu vite sur plein de notions. Non, mais t'inquiète, du coup, on pourra revenir dessus, quand, OK. voilà, quand tu auras fini. Mmh. Et notamment donc dans la partie JDN des communs génériques développés, ça a été de développer un module sur YesWiki, donc LMS, donc cette capacité à faire des parcours de formation en ligne structurés, en associant Colibri et les JDN au travers de l'association YesWiki. Donc on a développé un module LMS. On a intégré ce module LMS dans le réseau social du Grand Jardin. Ce qui nous permet maintenant de proposer un environnement unique pour les communautés apprenantes dans lequel il peut y avoir toute une série d'espaces interactifs, de groupes de pairs et des espaces de formation, tout ça dans un même environnement. Ce qui pour nous fait gagner alors, énormément de temps, et simplifie beaucoup le parcours utilisateur et surtout fait qu'à chaque formation, la communauté elle grandit en fait. Avant, il fallait convaincre les gens après la formation de rejoindre le Grand Jardin. Et puis JDN a commencé à mettre en place un service d'intégration de contenu et de support aux utilisateurs, ce qui, moi, en tant que formateur, m'a vraiment soulagé parce qu'avant, je bidouillais sur YesWiki, je bidouillais sur la plateforme, j'intégrais les contenus, je faisais le support technique des utilisateurs et à la base, ce n'est pas mon métier, quoi. Donc là, maintenant, il y a Johan, notamment, qui est là, qui fait ça super bien, qui a vraiment développé ses compétences. Et bien, nous, on fait nos contenus, on scénarise un peu, et puis lui, il intègre et il gère après tout le support technique des utilisateurs. Ce qui nous Alors, permet, nous… Ouais. il y a des petites questions sur, la technique, tu vois? Le LMS YesWiki, tout le monde ne connaît pas, YesWiki, c'est une, Ouais, YesWiki, c'est un logiciel open source qui permet de faire des wikis qui sont très faciles à administrer et surtout qui permettent de très facilement créer des formulaires qui permettent de créer de la connaissance ensemble, de cartographier des réseaux, justement de créer des communs et de les partager avec plein de fonctionnalités qui ont été développées, notamment avec toute la tribu de Laurent Marceau, etc., qui sont vraiment pensées sur cette logique de création de communs. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé cette façon de structurer de YesWiki sous forme de formulaire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a créé un petit module qui permet qu'à partir de ça, on arrive à faire des contenus structurés qui sont du même ordre que ce qu'on avait sur 360 Learning avant. Donc, en fait, Ah, YesWiki est OK, devenu une plateforme dans laquelle on peut en faire une plateforme de MOOC. Mais OK, on peut aussi y greffer la cartographie de réseau, du partage de connaissances, etc. OK. Donc l'idée là, c'était, de sortir de 360 Learning qui coûtait, cher, et tout ça. Du coup, ça coûte Exactement. moins cher là, d'être sur, LMS YesWiki. OK. Et du coup, ça nous a permis, en fait, donc JDN a ouvert ce service en juin 2020 et on a transféré toutes nos formations qui avant étaient justement sur 360 Learning sur les JDN avec un modèle économique, du coup, qui fait qu'on a pu financer à hauteur de 60 000 euros les JDN pour développer ces trucs open source, mais aussi une partie du fonctionnement de la communauté avec les rôles qui permettent à cette communauté apprenante de fonctionner. Ce qui nous permet maintenant de proposer à nos apprenants un environnement qui est beaucoup plus simple. Nous, on a un outil d'administration qui est beaucoup plus simple aussi parce qu'en fait, tout est au même endroit. Et Mmh. puis, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est beaucoup plus simple pour nous qu'avant. Et puis surtout, en fait, notre communauté, derrière, une fois qu'elle a fait la formation avec nous, elle peut continuer à vivre avec les JDN, avec le campus cet été, avec toute la dynamique de communauté qui nous dépasse et dans lequel ils Mmh. peuvent être totalement autonomes. OK. Donc, si je fais un petit récap par rapport à cette économie des communs, on a d'un côté JDN qui gère en commun donc la partie plus développement de la plateforme, capitalisation des innovations pédagogiques, hébergement des communautés apprenantes et cette logique de forge à commun qui est vraiment au démarrage, hein, mais de comment on peut faciliter comment dire, la cartographie des communs et leur articulation en scénario pédagogique. YesWiki, c'est l'association qui gère le développement de YesWiki. Et l'UDN, mais après, on espère qu'il y en aura d'autres, va produire des ressources éducatives libres. Et au niveau du modèle économique, JDN vend l'hébergement de la formation en ligne, l'accompagnement à l'intégration des contenus et l'accompagnement à la pédagogie pair à pair. Et UDN vend ses formations, ses accompagnements et accompagne en fait les organisations petit à petit à mettre en place leur communauté apprenante sur cette plateforme. D'accord, donc ça est-ce que,
est-ce que l'ambition des JDN, quand tu dis hébergement de formation en ligne, c'est donc du coup d'ouvrir à tout un tas d'acteurs et de structures, de pouvoir justement héberger leur formation à cet endroit en fait? C'est ça, c'est vraiment de créer une coopérative qui est centrée sur la création d'environnements pédagogiques hybrides, c'est-à-dire en ligne et présentiel, qui intègrent cette notion de pair à pair qu'on n'a pas sur toutes les plateformes d'apprentissage, et dans une logique coopérative, c'est-à-dire qu'on contribue, nous, en tant que producteurs, à l'évolution du code, mais aussi en partageant nos innovations pédagogiques et en créant un commun aussi. Donc le commun JDN, ça va être autour de l'approche pair à pair. Nous, on produit nos communs en fait sur notre approche de la gouvernance, Ouais, et JDN, en fait, quand on sera plus nombreux en tant que pédagogue, parce que pour l'instant on est un peu seul, mais l'idée c'est qu'il y ait vraiment une communauté de praticiens aussi, de pédagogues qui partagent en fait ces approches de communauté apprenante et d'apprentissage hybride. d'accord. Du coup, c'est un peu ma conclusion, c'est que ce que ce modèle permet déjà avec un producteur, hein, c'est-à-dire que juste nous, c'est que nous, on a stabilisé notre modèle économique parce que les formations hybrides, elles sont beaucoup plus efficientes et plus rentables. C'est-à-dire qu'on a toujours des formats présentiels très consommateurs en ressources, mais qu'on peut vraiment cibler sur la partie expérientielle et proposer après tout un apprentissage en ligne qui, pour le coup, est beaucoup plus rentable parce que quand on fait ça pour 10 ou pour 50 personnes, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Mmh. Et puis qui est aussi le fait qu'on puisse externaliser à JDN toute la partie technique et nous centrer sur notre boulot. OK. Puis ça a permis aussi de développer des logiciels open source qui sont Hub et YesWiki, en apportant en fait cette approche pair à pair et en développant ces fonctionnalités-là, quoi. Et l'idée, c'est voilà, si on était plus nombreux, ça pourrait permettre vraiment de mutualiser les coûts de développement, de fertiliser nos communautés. C'est-à-dire que pour l'instant, sur les JDN, il y a quand même une grosse partie qui vient des ADN et des parcours de l'UDN. Il y a aussi des personnes qui viennent d'ailleurs, mais c'est encore, je veux dire, disproportionné. Alors que s'il y avait plus de personnes comme l'UDN, il y aurait vraiment du croisement possible entre les communautés. Et puis du coup, de pouvoir partager entre producteurs de contenu et de formation toutes ces innovations pédagogiques et ces ressources qui ferait que moi, demain, je peux faire un scénario avec 80% de mes communs à moi, et puis je peux piocher à droite à gauche en fait, des communs qui me paraissent vraiment complémentaires sans avoir à réinventer la poudre, quoi. Ouais. Et du coup, en conclusion, par rapport à cette question d'économie de la contribution, de modèle économique, etc., moi, j'ai vraiment la sensation, un peu comme ce que Lionel Jourdain peut apporter, mais qu'il y a un enjeu à ce qu'on puisse confier à des tiers de confiance la mise en place d'architecture, que ce soit au niveau juridique, technique ou humain, parce qu'en fait, ça demande aussi de l'animation, des rôles, du fonctionnement, pour faciliter la production, le partage et la maintenance de ces communs. Et l'intérêt de ça, c'est de dire, plutôt que d'avoir des méga structures qui grossissent, en fait, il y a des structures qui se positionnent sur des objets de coopération bien ciblés, avec des outils de gouvernance et de protection juridique du commun adaptés, et du coup qui permettent à un écosystème très large, avec des indépendants, des petites associations, des grosses associations, de coopérer autour de ces communs. Ouais, Ouais. et pour moi, là, il y a un intérêt justement à trouver le bon équilibre. Où est-ce qu'on met la structure juridique? Où est-ce qu'on met les règles de gouvernance pour permettre à un endroit beaucoup plus d'ouverture, de souplesse et j'ai envie de dire, de chaos. Le chaos étant aussi vraiment générateur de créativité et de dynamisme. Est-ce que tu peux arrêter ton partage d'écran pour qu'on te voit, Romain? OK. Et ben, du coup, il y a une question qui a été posée par Lorenzo, mais c'était exactement celle que je voulais te poser, donc ça tombe bien. Dans ta présentation, ben, merci déjà pour avoir relevé le défi, super. Donc là, évidemment, à moi, la première question qui me vient, c'est effectivement, pourquoi, selon toi, il n'y a pas plus de contributeurs? Est-ce que c'est parce que pour le moment, c'est pas vous communiquez pas, c'est pas connu, vous n'avez pas encore vraiment invité les gens? Comment est-ce que tu vois? Parce que tu dis: «Oui, là, si on était plus nombreux, là, on est que quelques pédagogues de l'UDN». Comment, ouvrir du coup plus, le projet à d'autres contributeurs? Est-ce que c'est un manque voilà, vous manquez de personnes pour animer ça et pour communiquer? C'est quoi le problème? Je dirais, pour moi, il y a 2 éléments clés. C'est un, il nous a fallu tout ce chemin-là pour arriver à cet endroit où ça commence à être plus clair dans Ouais, qui fait quoi et comment ça marche.
Et avant, en fait, on n'était pas suffisamment clair, je pense, avec nous, entre nous et puis avec l'extérieur. Et notamment parce qu'il y avait notamment, on ne savait pas bien si c'était l'UDN qui devait grossir et intégrer tout le monde, si c'était les JDN. Et puis il y avait ce truc de les JDN étaient un peu la petite sœur de l'UDN, donc du coup, pour d'autres acteurs, bon, ben, le tiers de confiance, il n'est pas forcément clair. Bah, c'est un peu l'UDN, donc il y avait un peu cette filiation très forte. Et puis il a fallu du temps pour que côté UDN et côté JDN, il y ait vraiment un positionnement de OK, maintenant on va vers de l'autonomisation et de l'ouverture. D'accord. Deuxième chose, c'est que pour l'instant, on est encore en association et on n'a pas un fonctionnement de SIC avec une gouvernance très claire. On l'a vu notamment la dernière AG. Donc là, maintenant, il y a un board qui s'est constitué, enfin un bureau, un conseil d'administration avec en intégrant Instant Z et Ouais. et du coup, justement, pour travailler sur cette gouvernance, et on n'a pas encore vraiment le modèle coopératif qui est adapté. Troisième chose, c'est que pendant longtemps, les JDN, et notamment dans ma tête, ça restait très théorique et conceptuel. Ça l'est encore pas mal. Mm. Mais du coup, là, notamment, il y a l'arrivée d'Estelle. Il y a un travail qui est vraiment en train de se faire, de clarifier concrètement comment ça marche. C'est quoi l'offre de service des JDN, qu'est-ce que ça permet aux usagers, qu'est-ce que ça permet aux producteurs. Et tout ça, ça nous a demandé en fait de passer par tout un tas d'essais-erreurs qui nous permettent maintenant c'est plus une idée théorique, si on peut montrer en fait concrètement comment ça marche sur la plateforme. Il y a des formations qui marchent, on sait combien de temps ça prend. Voilà. Donc on a un endroit, en fait, on pourrait dire qu'on a fait un prototype avec et qui maintenant arrive à un niveau de maturité où on peut l'ouvrir et on peut le partager. Ok, super. Du coup, j'ai envie de donner la parole à Mathilde qui voudrait témoigner justement de son expérience des jardins Mathilde, Ouais, ça bug un peu, ça bug un peu chez toi? Si ça bug trop, ouais. il faudra que tu éteignes ta caméra pour qu'on t'entende bien. Bah, ça Ah, bug déjà en fait. Donc peut-être éteins ta caméra pour pouvoir pour qu'on puisse t'entendre. Bon, apparemment, à l'ouest de la France, ils ont des problèmes internet. Alors du coup, il y avait aussi Rami qui voulait poser une question, je crois, sur le fonctionnement juridique des SIC. Rami? En fait, moi, j'ai plein de questions que j'aimerais te Vas-y poser. alors. Euh, bon, oui, en fait, mais tu as plus ou moins répondu, du coup, Romain, quand tu parlais. Je me posais la question, effectivement, de la gouvernance dans les SKIC, où c'est souvent par vote, etc., par rapport à vos modes de gouvernance, peut-être plus par GPC, savoir comment vous aviez goupillé ça. Mais du coup, tu as un peu répondu que c'était pas encore forcément clair, apparemment. ouais, en fait, sur les deux cycles, là j'ai parlé de la perspective, de la destination, mais on est encore en construction. Je pense que la première cycle qui va être créée, c'est celle de l'UDN. Les JDN, ça se fera un petit peu après. Et là, on a un accompagnement juridique qui permet justement de clarifier qu'est-ce qu'on met dans les statuts, qu'est-ce qu'on met dans le règlement intérieur. Mais on commence à être de plus en plus nombreux à avoir fait ce test-là. Je sais que le gouvernement cellulaire, enfin dans Humanopal, ils font pareil. Et petit à petit, on aura vraiment des exemples de statuts et de règlements intérieurs qui permettent de combiner ça, quoi. Et là, encore une fois, c'est un commun juridique qui est hyper précieux parce que les premiers qui essuient les plâtres, ça prend du temps, c'est compliqué, mais après, ça a une vraie valeur pour les autres, quoi. Mm. Du coup, j'ai encore plein. Enfin, je sais pas si je peux continuer, Christelle, tu m'arrêtes. Vas-y, vas-y, Rami, vas-y. Ouais, du coup, parce que ça reprend un peu ce que disait Barbara. Parce que, en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, il y a une mutualisation de la connaissance et une économie de service. Mais du coup, quid, par exemple, je sais pas, moi j'ai 10 ans de travail sur de la connaissance, je vais balancer sur le commun toute une série de résultats de travaux, mais du coup, peut-être en tant que chercheur, je vais passer peut-être plus de temps et moins dans la pratique. Enfin, comment, du coup, est-ce qu'il y a une reconnaissance qui peut être donnée ou valorisée, même si c'est pas forcément financièrement, entre des personnes qui vont produire la connaissance et qui vont peut-être plus en produire que d'autres, et d'autres qui vont peut-être plus être effectivement à l'intervention sur le terrain ou sur du service. Est-ce qu'il y a une balance là-dedans qui se fait, ou est-ce que c'est juste il faut être en service? Alors moi, parce qu'après, c'est peut-être aussi les échanges. Christelle, il y a un moment, c'est peut-être aussi à tout le monde de répondre. Je ne sais pas comment on fait, mais si je réponds depuis mon point de vue, c'est que justement, une façon qu'on a d'y répondre là, c'est de se dire c'est au travers de la SIC.
Parce qu'on s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on doit rester un réseau, en fait, on arrête les structures, en fait, on a un réseau, mais ce qui permet en fait de faire tout un tas de choses, mais qui ne nous permettait pas d'investir ensemble dans ces productions de connaissances, en fait. Et moi, j'ai l'impression que dans une SIC, on peut avoir des gens qui vont être plutôt des chercheurs, qui vont tester, qui vont créer la connaissance et qui vont pouvoir, grâce à la SIC, avoir un investissement de départ, en fait, qui vont pouvoir être financés dans ces recherches. Parce que la SIC, elle va pouvoir investir à long terme parce qu'elle sait que derrière, il y a des gens qui vont vendre du service avec ça. Donc, soit la personne, parce qu'au départ, c'était ça notre modèle, la personne qui produit la ressource, elle sait qu'elle va vendre de la formation, donc elle a intérêt à la produire. Et puis, elle se fait connaître en fait, par le biais des MOOC. Donc, en fait, ça lui permet d'après de gagner du business, entre guillemets. Soit, en fait, ce n'est pas la même personne qui produit et qui vend. Et dans ce cas-là, c'est bien d'avoir justement, pour moi, hein, cette SIC qui va permettre d'investir et du coup d'éviter de faire ça juste le dimanche quand j'ai le temps, quoi. Ah, donc il y a des travaux de production de connaissances qui peuvent être rémunérés par le biais du salariat, par exemple. J'ai pas entendu. En fait, le fait que ça soit libre, ça veut pas dire que c'est gratuit. Ça veut pas dire que les gens qui l'ont fait ont fait C'est ça ça le bénévolement. problème, c'est qu'il y a des grosses confusions entre quand tu mets au commun, ça ne veut pas dire forcément que tu ne gagnes pas d'argent, et libre, ça ne veut pas dire gratuit. Enfin, on revient toujours sur ces notions-là. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est l'exploitation de la ressource qui, en fonction de la licence que tu choisis, va pouvoir être exploité commercialement ou pas, va pouvoir être modifié ou pas, avec un faisceau de droits en fait, et d'obligations quand tu utilises cette ressource. Et dans CC BY SA, il y a toujours notamment le fait que tu dois citer l'auteur. Donc, quelque part, déjà, ça, c'est une reconnaissance des personnes qui ont produit la ressource. Et tu dois conserver la même licence sur les dérivés qui sont produits. Du coup, c'est une garantie que ça ne va pas être réapproprié par un acteur qui va mettre un copyright et que du coup, toi, tu as produit la ressource et en plus, après, tu ne peux pas l'utiliser, quoi. Ça répond à ta question, Rami? Barbara, tu voulais dire Barbara? Oui, je voulais bien, excuse-moi, je ne sais pas comment on lève la main avec les petits appareils là. Alors, j'ai bien apprécié cette histoire de la SIC parce que si j'ai bien compris, ça permet une mutualisation. En effet, là où moi j'ai découvert l'économie de la contribution, je faisais une erreur parce que venant des œuvres collaboratives au niveau artistique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des lignes de production et on partage. Donc, je voyais l'économie de la contribution un peu comme ça, alors que ce n'est pas nécessairement une mutualisation et donc une œuvre collaborative, dans le sens où j'ai l'impression que là, vous disiez que la SIC permet une redistribution des richesses. Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, je serais contente qu'on aille un peu dans ce sens, parce qu'à part une économie, enfin, la vente de services ou de formation, pour le moment, dans le commun, je ne vois pas advenir des équivalents de ce qu'a donné le CNC, par exemple, qui va réemployer 1% de toutes les recettes à la production des autres films. Et donc, il y a une mutuelle de production qui… Et au départ, je faisais cette erreur de penser que l'économie de la contribution, c'était ça. Et en fait, je m'aperçois que c'est une économie de service. Voilà, je vends des formations avec une mutualisation au pot commun de la connaissance. Ce qui pose les problèmes que vous avez très très bien décrits sur le démarrage. Bon, après, on les connaît tous, hein, les heures de recherche gratuites. Pose aussi des problèmes de réemploi, parce que là, vous venez de citer la licence CC BY SA. On est content d'être cité, mais ça achète pas de haricots verts. Après, le beurre, on en met ou pas, quoi. Ou les épinards. Voilà, c'était les épinards dans l'histoire. Et donc, voilà, moi, je trouve qu'on en est à un moment où si on pouvait générer des outils de production commune, de mutualisation, et j'aimais bien la coopérative, les statuts coopératifs pour ça. Est-ce que je fais erreur? Voilà, je ne sais pas si ma question était claire, mais au moins le domaine de réflexion. Romain, tu veux répondre? Ouais, alors j'ai entendu, j'ai pas entendu la question, j'ai vraiment apprécié l'apport de l'exemple, en fait, que je trouve très intéressant. Ouais. Mais peut-être si je réponds de ce que je comprends, oui, pour moi, en fait, au travers de la SIC, il y a la génération d'un patrimoine, il y a la génération d'un patrimoine informationnel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une série de ressources qui sont créées, et la génération
d'un capital, j'ai envie de dire, social, qui permet d'investir là-dedans. Soit dans la production de ses ressources, soit encore une fois dans le développement de ses logiciels. C'est-à-dire que jusqu'à présent, YesWiki notamment, c'est un super outil qui a été développé beaucoup par du bénévolat. Et là, le fait qu'à un moment, Colibri et nous, on dise en fait, on en a besoin pour nos formations et on va remplacer une plateforme propriétaire par YesWiki, bah, du coup, on a mis des sous sur la table, quoi. Et Bah ouais. on a mis des développeurs qui ont fait que on a fait beaucoup de choses en 3 mois, alors qu'avant, sinon, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc en fait, ça permet en fait de booster et surtout de démontrer en fait que il y a bien un modèle économique viable derrière ça, parce que sinon, ça restera en fait quelque chose d'intéressant au niveau philosophique, mais qui ne sera pas de nature à concurrencer des plateformes Ouais. LMS et autres, quoi. Mmh. Oui, donc là, ce que tu dis, c'est qu'il y a une réflexion globale sur le modèle économique et après, il y a quelque part aussi de l'argent qui a été mis pour développer aussi cette philosophie, cette intention quelque part. À un moment donné, il faut de toute façon, comme tu dis, structurer sa pensée en termes de commun et en termes de modèle économique et après injecter l'argent au bon endroit pour continuer à perpétuer cette intention, quoi. C'est ça. Mm. Et du coup, dans le design de service, qu'est-ce qui est du service, qu'est-ce qui est du commun, souvent il y a cette question de ouais, mais si je partage toutes mes connaissances en open source, bah, du coup, comment je vis moi? Comment je mets du beurre dans mes haricots, comme c'était dit. Et en fait, pour nous, la démonstration, ça a été justement de se dire, alors déjà, le fait d'avoir fait de l'open source, ça a largement contribué à notre notoriété. Donc, ça génère en fait un retour de demande, Ouais. de crédibilité, etc. Première chose. Deuxième chose, c'est que finalement, c'était pas pour ça qu'on l'a fait au début, mais on a bien une valorisation économique dans les formations qu'on a proposées et que c'était pas contradictoire avec le fait qu'elles soient en ressources libres. C'est-à-dire que c'est bien le fait de vendre de la formation, c'est-à-dire l'animation, la structuration d'un parcours, la plateforme qui fonctionne et qui est hébergée, parce qu'en fait, le logiciel open source, c'est juste le code, en fait, il faut l'installer, quoi. Mm. Le fait d'avoir suffisamment de notoriété quelque part qui fait qu'il y a une communauté autour de ces formations, donc du coup, c'est riche. Il y a toute une série en fait de valeurs ajoutées qui justifient le fait que les gens sont prêts à payer et même ils sont reconnaissants parce qu'en fait ils payent un service et ils peuvent télécharger toutes les vidéos et les réutiliser après dans leur organisation. Donc en fait il y a une valeur d'usage qui est renforcée par rapport à une formation classique où en fait tu ne peux pas télécharger les contenus, tu ne peux pas les utiliser en dehors. Donc là il y a plus de valeur créée aussi pour les usagers. Ce qui justifie aussi pour eux de payer un vrai prix en fait et pas que ça soit gratuit. Alors là, oui, on est toujours dans cette question de la confusion entre les ressources, les connaissances produites et donc diffusées entre guillemets de manière libre, c'est-à-dire n'importe qui peut les prendre, hein, si elles sont. Et puis il y a une différence entre le open source et la Creative Commons, parce que comme tu disais, la Creative Commons, elle est enfin, on peut la définir soit complètement libre, soit tu dois citer l'auteur, soit tu peux la commercialiser ou pas. Enfin, il y a plein d'instances qu'on peut décider. Et donc, ça ne veut pas dire forcément, la contribution, ça ne veut pas forcément dire tout libre, tout open source, déjà, il y a une distinction à faire là-dessus. Et puis aussi, merci pour l'exemple de ce que tu décris, parce que ça correspond à notre première soirée avec Jean-Michel Cornu, qui a bien fait la différence entre tout ce qu'il met au commun gratuitement, toutes les informations en fait, qu'il met au commun, et lui, il vend l'accompagnement. Donc, c'est exactement la même chose. C'est là où je ne sais pas pourquoi les personnes confondent en fait mettre au commun et ne pas gagner d'argent. C'est tout de suite identifié comme ça. Donc, il y a encore vraiment beaucoup de pédagogie à faire. Je voudrais simplement lire le témoignage de Mathilde parce qu'elle a des problèmes. Merci Lorenzo. Elle a des problèmes pour parler, là, pour se connecter. Et donc, elle dit qu'elle a rejoint les JDN en janvier, et notamment le jardin de Nantes. Et donc, elles se sont rencontrées à 3 facilitatrices qui produisent des contenus et des scénarios pédagogiques. Et elles ont décidé de partir sur un travail commun sur des jeux pédagogiques et de le faire en licence libre, ce qui donne beaucoup d'ouverture, d'élan
et nous a épargné pas mal de prises de tête sur des questions d'argent. Le jeu sera libre et nous, on en fera une utilisation rémunérée dans nos ateliers, des formations, etc. Ça nous a permis d'apprendre à nous connaître et on commence à se solliciter mutuellement pour des collaborations économiques. Concernant la question de comment faire que d'autres professionnels rejoignent et contribuent à ce que vous proposez, Romain, eh bien, continuez comme ça, c'est en très bonne voie, dit-elle. Cool. Merci Mathilde. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question par rapport à ce qu'a nous a présenté Romain? Je suis sûre que vous avez des questions. Vous pouvez prendre la parole de manière spontanée. Il y avait Lorenzo qui avait une question qui m'intéresse aussi sur pourquoi il n'y a pas plus de contributeurs. S'il pouvait, Romain, C'est aussi la question que j'ai posée tout à l'heure. Donc là, c'est juste que, comme disait Romain, ce n'était pas encore complètement clair. Ils ont eu besoin de clarifier leur écosystème. Et puis maintenant, il va falloir simplement rentrer dans l'aventure. Enfin, proposer et tisser avec eux, quoi. C'est ça, et puis maintenant qu'il y a un modèle économique sur les JDN, du coup, ça permet aussi de renforcer l'équipe, d'accueillir des nouvelles personnes comme Estelle là, qui vient d'arriver. Enfin voilà, c'est un peu la machine qui se met en marche en fait. Et jusqu'à présent, moi je me retrouvais par exemple, encore un peu maintenant, mais producteur et en même temps fondateur des JDN, et du coup, un endroit en fait, où les casquettes se mélangeaient. Donc là, plus ça va, plus il commence à y avoir vraiment une équipe positionner, un projet qui se structure et qui, on l'espère, va permettre de… Mais après, ça sera le test. Hein. Si dans 2 ans, on est toujours tout seul, bon, un endroit, c'est que ça ne marche pas. Hein. Mais en tout cas, ça avance. Ouais, moi, j'ai une question qui est plutôt personnelle. En fait, moi, j'adore l'innovation, donc tester des trucs un peu nouveaux. Là, en ce moment, mon dada, depuis quelques années, c'est la théorie U. Et en fait, j'adore le vivre, comprendre comment ça se passe. Et une fois que je l'ai vécu 1 ou 2 fois et que j'ai compris le truc, j'ai envie de passer à autre chose. Donc mon modèle, en tout cas, j'ai jamais réussi à le rentabiliser jusqu'à présent. Je m'appuie sur… la dernière fois, j'ai quitté mon cabinet de conseil, donc je suis partie avec des sous. Mais ça me contrarie maintenant de pas pouvoir affirmer je vis autrement et c'est possible d'en vivre. En fait, j'aimerais pouvoir contribuer à ça et évidemment mettre au commun les productions. Donc voilà, moi, ma question, c'est les producteurs de contenu. Comment se passe la rémunération des producteurs de contenu? Est-ce que vous en avez qui aiment bien faciliter ou former 1 ou 2 fois ou produire les contenus, mais après passer à autre chose? Ouais, alors pour l'instant, le modèle jusqu'à présent, il n'était pas de rémunérer les producteurs de contenu. Notamment dans les 2 MOOC qu'on a fait, c'était plutôt, en fait, il y a une possibilité de se faire connaître et on accompagne à la scénarisation, à l'écriture, avec Colibri notamment. Et puis moi, j'ai beaucoup travaillé à ça, à accompagner en fait les personnes qui avaient des choses à dire, faire une vidéo, la tourner, etc. Et le donnant-donnant, c'est que derrière, ça permet quand tu as une communauté dans un MOOC de 15 000 personnes, bon, voilà, pour un intervenant, il est assez direct, l'intérêt. Quand c'est sur la formation en ligne, du coup, c'est un peu différent. Tu n'as pas une grosse audience, mais par contre, tu as la vente d'un service. Et moi, j'ai l'impression que les communs, ça permet justement ça, en fait, c'est de laisser des traces et après de pouvoir, des personnes comme toi qui sont dans plein de démarches, qui ont testé plein de choses, elles ont une vraie valeur ajoutée d'en faire des synthèses, en fait, parce que c'est un peu comme sur Internet, tu commences à avoir un foisonnement d'approches et de contenus. Mais par contre, la capacité en fonction de la situation de la personne, à faire le bon scénario ou à apporter la bonne question ou à orienter la personne face à ce qu'elle rencontre vers la théorie U ou vers le rêve du dragon ou vers je ne sais quoi, en fait, c'est là où tu crées de la vraie valeur. Et tant qu'à faire, autant que tu puisses t'appuyer sur des contenus qui ont déjà été produits, qui permettent d'expliquer tout ça. Parce que si par contre, tu dois produire un contenu à chaque approche que tu as découverte, ça peut être vite épuisant. Hein, ça t'aide, Loïse? Ouais, merci, Romain. Moi, si je peux ajouter juste un truc par rapport à ça, si j'ai bien compris, Héloïse, ce que tu dis, c'est faut vraiment pouvoir distinguer aussi le savoir et la connaissance, quoi. C'est partager la connaissance et le savoir pour toi parce que tu es en intérêt d'apprendre plein de choses mais dans la connaissance, il y a le côté transmission aussi.
et du coup de bien distinguer les deux. Et je pense que la connaissance, il y a vraiment un intérêt de transmission derrière, d'où l'intérêt après de tout ce qui est dit par Romain et NC des licences CC by SA, du partage sincère, etc. Ouais, après, même sur, tu vois, il y a le côté aussi, co-apprentissage. Par exemple, on fait un petit format sur initiation à la prise de notes visuelle avec un copain. Ce qui nous intéresse, c'est en fait, en même temps donc il y a la compétence de prise de notes visuelle qui est construite pour les participants, et en même temps, nous, on est en train d'explorer une façon de coopérer de façon générative. Donc, on ne veut jamais refaire la même chose, et on veut être en lien avec ce qui se passe maintenant. Donc, la prise de notes visuelle, là, on va avoir peut-être 5 ou 8 participants. Ce qu'on va produire sur chaque session va être différent. Il y aura des piliers, mais on va dire c'est 30% du contenu, et le reste, c'est émergent. Ça dépend de ce qui se passe individuellement et collectivement. Et moi, OK pour faire 1 ou 2 fois cette initiation à la prise de notes visuelle, mais après ça me saoule, ça me fait chier parce que ça ne m'intéresse plus. Et donc, OK, passons à la théorie U. OK, après passons à encore autre chose. Par exemple, j'en sais rien moi, c'est quoi les nouvelles formes de gouvernance citoyenne? Parce que là, on a vraiment aussi du boulot. Comment est-ce qu'on génère la mobilisation comment on réunit les différentes formes de mobilisation individuelle pour que ce qui se passe sur le territoire soit vraiment l'œuvre de tout le monde, par exemple. Donc, voilà, il y a plein de choses. Voilà. En tout cas, pour répondre, oui, l'apprentissage, la pédagogie, mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre et d'être en lien. Donc, évidemment, à chaque fois, il y a des participants différents, donc j'apprends des choses, mais ça ne suffit pas pour ma motivation. Mais moi, je ne comprends pas bien, c'est quoi ton problème, Héloïse, en fait? C'est quoi que tu souhaiterais, toi, dans l'idéal? Je pense que j'ai un potentiel inutilisé, d'une part. Donc moi, le service des communs, ça me tient à cœur. Il y a vraiment la question de la transformation de la société. Moi, je suis au service de ça. Je suis au service d'un projet bien plus grand et qui, d'une part, n'est pas hyper concret. Donc, des fois, c'est pas hyper communicable. Ça, c'est chiant. Et de l'autre côté, il y a la question de la rémunération et d'être, en fait, de pouvoir dire, bah ouais, toi, tu es consultant chez, j'en sais rien, moi, au BCG et tu es rémunéré. Et moi aussi, mais moi, je travaille sur un monde qui est viable. Et je pense qu'on a besoin de plus en plus de modèles, de personnes qui ont trouvé. Et moi, ce que j'entends chez Romain et l'UDN, JDN, c'est il y a vraiment cette question de on cherche, et en fait, on trouve, ça y est. Il y a l'identité, il y a la contribution singulière que j'apporte. Et là, j'ai l'impression qu'ils l'ont touché. Derrière, c'est quels sont les rôles qu'on a envie de manifester, même s'ils sont évolutifs, il y a quand même des clés là-dedans. Et derrière, OK, on fait des prototypes, et on va vers un modèle économique viable, et derrière, on est capable d'entrer en coopération. Mais d'abord parce qu'il y a eu tout ce travail de clarté sur l'identité, la contribution singulière, les rôles. Enfin, voilà. En tout cas, c'est ça que j'ai entendu, moi. Merci, Héloïse. Renaud et Gaël, je crois, vous vouliez poser une question. Oui, merci. C'est Renaud. Ouais. Question vraiment à Romain, peut-être un peu personnelle. Je perçois que toutes ces recherches, toute notre réflexion-là est de se poser comment est-ce que soutenir des personnes qui ont l'élan de partager des processus différents d'organisation, de gouvernance, et comment permettre à ces personnes de pouvoir en vivre tout en contribuant quelque part au changement sociétal. Après, moi, je suis un peu souvent surpris, en tout cas dans les JDN, de voir en même temps toute une communauté de gens qui viennent pour, en fait, on voudrait gagner de l'argent. Il y a un truc sympa là, et ce serait quand même cool si on pouvait gagner de l'argent comme tout le monde avec ça, sans conscience peut-être de, en fait, qu'est-ce que je vais faire de cet argent, ça va contribuer à quoi, si c'est pour gagner comme tout le monde et pour dépenser et consommer de la même façon, c'est quoi le sens? Donc, je m'interroge de ça, je voulais avoir ton avis vraiment personnel parce que vraiment, j'apprécie voilà, tout ce que tu as pu partager et savoir comment tu ressens ça entre cet idéal politique que j'entends et en quoi ça attire toute une communauté de coaching, de consultants qui se disent soit c'est le nouveau Graal. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, ça, je suis clair. Enfin, je suis clair. Tu es clair, pardon. Et
Je pense qu'on a chacun des rapports un peu différents. Enfin, c'est bon, déjà la concurrence en général, comment on vit quand quelqu'un fait la même chose que soi et pompe 80% de ce qu'on a produit. Sachant qu'en fait, il y a toute une série, et là on parle des ressources pédagogiques, mais les idées, c'est pas brevetable. Donc en fait, nous régulièrement, on voit plus ça va, plus qu'on amène dans les ADN, etc. C'est repris à droite à gauche et un endroit, en fait, c'est aussi notre raison d'être que d'inspirer et que Ouais. d'essaimer. Et ça contribue en fait à un endroit de notre raison d'être sans qu'on ait à mouiller la chemise, Ouais. Donc en fait, c'est plutôt gagnant-gagnant. Par contre, effectivement, des fois, il y a des risques de. Alors, il y a les risques de le faire de manière mercantile, mais il y a aussi des risques de personnes qui se lancent en disant ouais, c'est bon, je suis coach, j'ai vu 3 vidéos de l'UDN et je vais accompagner des organisations à un endroit où nous, malgré 10 ans d'expérience, franchement, on y va mollo avec beaucoup de prudence parce que c'est très complexe. Et donc, avec le risque qu'ils fassent des dégâts. Et pour moi, c'est plutôt ça le risque, en fait. Qu'après, ils le fassent dans une vision mercantile. Je sais pas si c'est une peur ou si c'est la réalité, mais par contre que le vrai risque pour moi c'est qu'ils le fassent sans conscience du boulot que ça demande de formation, de supervision, de questionnement, voilà, et de posture, et sans qu'eux-mêmes ils pratiquent en interne à un endroit la gouvernance partagée. C'est-à-dire du coup ils expliquent aux autres comment coopérer, mais ils sont tout seuls dans leur coin. Moi c'est plutôt ces endroits-là qui me posent question ou sur lesquels je vois des risques en fait. Ouais, En même temps là je peux pas agir là-dessus. juste encore pour citer Jean-Michel Cornu, qui ne pouvait pas être là ce soir, lui, il dit toujours « J'adore qu'on me vole, j'adore qu'on me pille ». Voilà, donc il y a vraiment un truc, Laurent Marceau, il explique ça aussi très bien, c'est « détendez-vous du string, partagez, partagez ». C'est vrai. Oui, excusez-moi, est-ce que je peux Oui, reformuler ma question? C'était avec tout ce qui vient de se dire, j'en rajoute une couche à demander, mais pourquoi il n'y aurait pas un pourcentage du flux de soit la SKIC ou quelle que soit la structure, un pourcentage mis au pot en même temps que la connaissance qui va créer un fonds de mutualisation pour pouvoir, là vous avez généré des outils informatiques, mais pour pouvoir justement veiller à une supervision lorsqu'il y a des gens qui sont formés uniquement en distanciel, pour pouvoir, je ne sais quoi, mais en tout cas avoir un flux économique qui est issu de la mutualisation. Parce que c'est quand même ça la richesse de la coopération. C'est pas uniquement de créer du commun qui part dans la nature vers tout, c'est avoir des recours possibles à un moment. Je vais vous donner encore un exemple d'une mutuelle que j'ai adorée. Elle n'est pas très légale, celle-ci. On mettait 30 € par mois au pot et puis on fraudait la RATP à Paris et celui qui avait une amende, c'est la mutuelle qui payait. Voilà. Quand j'étais jeune, on faisait ça. Maintenant, on aurait pu le faire pareil pour les amendes avec les masques, mais ce ne sont pas des gens du commun qui font ça, c'est des habitudes culturelles. Et là, il y a quelque chose sur lequel vous êtes qui est presque mûr à pouvoir créer un fonds pour, je sais pas, avoir de temps en temps besoin d'un juriste, de temps en temps besoin de je sais pas quoi, toutes ces choses Ouais. qui sont la construction, quoi. Barbara, merci pour cette question, parce que moi, je propose aussi une mutuelle des facilitateurs. Ah bah voilà. En fait, on en revient pour moi à ce que je disais, c'est que on peut en fait tout mettre dans le même cycle où on peut se dire bah tiens, il y a peut-être d'autres entités en fait qui vont être spécifiques à une raison d'être, à un besoin de mutualisation. Je ne sais pas, hein, à chaque fois, c'est à se Tout poser à la question fait. à quel endroit Ouais, c'est tout à fait. Il peut y avoir plusieurs structures, mais les autres structures peuvent aussi contribuer à cette vision coopérative. Et ça n'est pas toujours la question du commun, du libre, de l'argent. Alors, j'ai entendu tout à l'heure une question assez moraliste avec comment tu dépenses ton argent. Je sais pas, moi, je m'achète des strings, voilà, ça va. C'est pas la question de la morale. La question, c'est comment on génère du coopératif. Voilà. Ouais. En tous les cas, là où je peux aussi apporter peut-être là où on en est, c'est que un élément qui a été vraiment percutant quand on a construit la CQDN, enfin là où on est en train de travailler, parce que c'est tout nouveau, hein, vous avez l'avant-première, c'est que c'est dans cette logique de projet commun. C'est que
on aurait pu rester vraiment dans une fonction un peu CAE qui est de mutualiser des fonctions de support et avec éventuellement une approche, voilà, dans la CAE, on fait tous du commun, donc c'est by ça, donc du coup, toutes les ressources sont partagées. Et en fait, on s'est dit, mais non, nous, on a besoin d'investir dans des projets sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des structures qui n'ont pas les moyens de se payer des accompagnements. On a besoin d'investir aussi dans des médias un peu questionnants. C'est que là, on est en train de créer un podcast sur la question du pouvoir et du déconditionnement, du patriarcat, etc. Tout ça, c'est des endroits en fait qui ne sont pas directement rentables et on ne va pas chercher à faire un modèle économique là-dessus parce que ça serait trop compliqué. Par contre, on peut investir ensemble là-dessus parce qu'on sait que c'est important. On va pouvoir investir sur des, comme on disait tout à l'heure, financer des personnes un peu comme moi, un peu exploratrices de nouveaux, comme ce que tu disais. Comment tu t'appelles c'est Anne Héloïse? Héloïse, ouais. Donc, pouvoir financer un peu les personnes qui explorent des nouveaux formats, etc. Tout ça, c'est des endroits que le projet commun de la SIC va pouvoir financer. Alors, on n'est pas sur une logique de pourcentage, on est une logique d'une gouvernance qui définit à l'année un projet commun où on va financer tel et tel truc. Mais effectivement, il pourrait y avoir à d'autres endroits un pourcentage versé avec une mutuelle qui permet de financer des appuis juridiques. Pour donner un autre exemple, c'est qu'on s'appuie sur la partie formation au PCO, donc comment on finance des formations par la formation continue. Jusqu'à présent, on s'est toujours galéré sur les trucs administratifs pour essayer de répondre à ces Calliope et compagnie. Et là, maintenant, il y a une coopérative qui a été créée par les vigies qui prend en charge ça. Donc, on leur verse 10%, ils gèrent toute la partie administrative. Et pour nous, mais c'est tellement aidant, quoi. Mais là, clairement, on s'est dit, mais en fait, ils sont bien centrés sur ce truc-là. Ils vont développer vraiment une expertise sur la partie administrative. Et autant passer par cette coopérative. Robert, hein, tu voulais poser une question? C'était plus un rebond qu'une question, mais je voulais dire d'abord, bon, moi, ça faisait un petit bout de temps que je voulais, comment dire, enfin, j'étais trop occupé pour pouvoir rejoindre ces soirées, donc je suis super content d'avoir pu entendre un petit bout de ce qu'expliquait Romain aujourd'hui. Bon, moi, je suis assez convaincu, ça fait 20 ans que je me fais voler plein de choses et avec grand plaisir et avec grande fierté, parce que je considère que le vol, justement, c'est l'hommage du vice à la vertu, ou je dirais plutôt autrement que c'est une contribution à un écosystème. Donc voilà, ça ne me dérange pas du tout. Ce que j'ai envie de dire, alors, une chose, d'abord, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Barbara, et notamment cette histoire de mutuelle, ça me paraît assez intéressant. Plusieurs d'entre nous ici se souviennent qu'il y a quelques mois, on a eu une discussion autour d'une histoire de plagiat, etc. Bon, est-ce que justement un petit peu de ressources, un peu d'énergie et de finances pourraient être utilisées pour défendre aussi ce bien commun et pour défendre des CCBSA, etc. Parce qu'on sait bien qu'il y a des gens qui n'ont pas tous de bonnes intentions. Donc personnellement, moi je sais que si effectivement j'entre dans un mouvement comme ça, je serais tout à fait volontaire pour, entre guillemets, cotiser, alors non pas pour frotter dans le métro, mais plutôt pour défendre les biens communs créés par les uns et les autres. Enfin, moi je serais tout à fait vraiment partant hein, pour participer à quelque chose comme ça, parce que j'estime que si on a des convictions, il faut aussi investir pour les défendre. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, ce qui me paraîtrait intéressant, c'est justement de jouer le côté interdisciplinarité, multicompétence, c'est-à-dire, donc là, c'est une question, effectivement, comment cet écosystème qui est en train de se créer pourrait-il favoriser les rencontres entre des personnes aux compétences complémentaires? Bon, moi, je sais, par exemple, je suis nul pour faire des vidéos et c'est pas maintenant que je vais m'y mettre, j'ai autre chose à faire de mon temps. Par contre, je pense que j'ai d'autres trucs à apporter. Et comment peut-on se croiser les uns avec les autres pour créer des nouvelles connaissances, des scénarios, etc. Voilà comment faire pour que ce soit aussi, j'allais dire, une espèce de place de village, quoi. Ouais. La place du village. Romain? Moi, typiquement, je trouve que ça peut être une des fonctions, pour le coup, la partie médiation juridique sur les communs, pourquoi pas dire à un moment, dans le tiers de confiance, ça peut être JDN ou d'autres, mais ils peuvent avoir aussi cette fonction à un moment de pouvoir débloquer des médiateurs, voire des avocats quand ça devient compliqué et qu'il y a des choses à faire respecter. Et après, sur la partie multi-compétences, nous, ça a commencé avec les JDN sur la partie technique. Donc, moi, ça m'a permis vraiment de me décharger là-dessus. Nous, on a encore la compétence en interne à l'UDN sur la partie vidéo parce qu'on a cet artiste François et puis d'autres qui fait qu'on arrive à produire nous-mêmes nos contenus. Mais je pense qu'à terme, il pourrait y avoir effectivement soit un service, soit juste dans la communauté de producteurs. Il y a aussi des gens qui sont plutôt facilitation graphique, monteurs et qui peuvent contribuer à la production des communs, mais en tant que
en tant que réalisateur, tourneur, monteur, quoi. Oui, c'est ça. Avec, en fait, si je comprends bien ce que tu as dit, Robert, c'est que toi, ce que tu souhaiterais, c'est avoir une espèce d'équipe de commoners où tu puisses, toi, amener tes contenus et puis derrière, en faire soit une affiche, soit une vidéo, des choses comme ça. C'est-à-dire faire vraiment en commun du commun, quoi. En gros, c'est ça? Alors oui, je vais être même plus précis que ça. Bon, j'ai la chance d'être arrivé à un âge et à une position où, en gros, ce qui compte pour moi, c'est de me faire plaisir. Et donc de faire des choses intéressantes et utiles avec des gens sympas. Voilà, comme ça, c'est clair. Et donc, alors c'est un privilège, c'est une chance. Du coup, oui, c'est de pouvoir se rencontrer sur des sujets, sur des trucs comme ça, et de se dire, tiens, voilà, j'ai plein de trucs à partager, mais je veux dire, je sais pas, j'ai 2000 diapositives, j'ai écrit 2 bouquins sur plein de tas de sujets. Maintenant, je vais pas mettre tout en vrac, plouf, comme ça, sur un truc, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est plutôt de co-construire à partir de différents éléments. Et donc, du coup, alors je sais pas comment est-ce qu'on identifie par sujet, par besoin, enfin, tu vois. Je rebondis un peu sur ce que disait Héloïse tout à l'heure. Moi, effectivement, je suis multi-intérêt, je passe d'un truc à un autre. Et du coup, comment organiser, j'allais dire, ces apéros sur la place du village, quoi, pour que les bonnes personnes se rencontrent sur les bons sujets. C'est un peu ça ma question, quoi, finalement. Ouais. Valérie, tu voulais poser une question ou dire quelque chose? Et après, il y aura Pauline. Oui, bah après, ça a pas mal. Enfin, ma réaction a été pas mal enrichie, on va dire, depuis. Moi, j'entends qu'il y a quand même des profils très différents. Enfin, on est vraiment en pleine permaculture humaine. Là, on a tous des profils, des envies et des motivations différentes. Et finalement, c'est l'ensemble finalement qui fait que ça fonctionne. Et je m'interrogeais par rapport en fait à ce qui a été dit sur le financement en particulier de Colibri, sur le Yes Wiki, etc., qui a à un moment donné de l'argent qui a été mis sur la table. Mais ces financements, en fait, Colibri, finalement, c'est des dons derrière. En fait, ils récupèrent des dons et du coup, ils ont investi. Et donc finalement, je me dis, est-ce que finalement cet investissement de départ qui permet de lancer quelque part la machine, est-ce que, alors ça avait peut-être le lien avec l'appel en commun, l'appel commun de l'ADEME, Ouais. mais est-ce que ce ne serait pas là où il y a quelque chose justement pour démarrer? Et après, une fois que c'est lancé, ben, finalement, ceux qui ont, entre guillemets, la chance, finalement, ce n'est pas une chance puisque c'est ce qui les motive, l'envie en fait d'expérimenter et alors de faire des formations, de faire des ateliers, etc. Ben, eux, effectivement, ils vont pouvoir continuer d'alimenter derrière, mais quelque part, ça n'existe pas s'il n'y a pas des personnes qui ont produit les supports au départ. Donc, enfin, je sais pas, je me dis qu'il y a un équilibre quelque part à trouver, une machine à lancer, et après, effectivement, sous forme de contribution ou enfin, voilà, parce que, encore une fois, les formations, jusqu'à un certain stade, à un moment donné, il faut qu'elles se renouvellent aussi. Et surtout si on est dans une notion de commun. Et voilà, enfin voilà, je m'interrogeais par rapport à ça, en fait, pour moi, au lancement, il y a vraiment une notion d'investissement qui, par rapport au commun, est apportée par des dons. Enfin, en tout cas, voilà. Et Lorenzo m'avait mis en contact avec une personne justement qui a mis en place un système pour abonder en fait via des fondations sur des crowdfunding, etc. Enfin voilà. Du coup, là aussi, il y a peut-être des choses à imaginer et à mutualiser pour pouvoir lancer en fait quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair sur la fin. Si, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a souvent besoin d'un soutien financier de départ, en fait, d'une amorce. Et après, ça peut s'entretenir et ça peut s'auto-financer dans la maintenance, mais que le démarrage n'est pas évident. Ouais. Nous, on envisage la création d'un fonds de dotation, parce que la SIC, elle permet aussi ça, elle permet de capter des dons et elle permet de s'articuler avec un fonds de dotation. Je sais qu'il y a Lorenzo qui porte cette idée de coopérative, je ne sais plus comment tu appelles ça, de fondation de droit suisse. Et puis après, c'est aussi le gros avantage de réseaux comme Colibri, c'est qu'il y a au-delà même du côté financement, c'est qu'il y a une communauté hyper forte, donc enfin hyper nombreuse. Donc quand tu lances un MOOC, tu sais que tu as 20 000 personnes derrière. Et ça, c'est aussi des amorces en fait.
sur la création de communs dans un nouveau secteur comme la permaculture, etc. Ça permet vraiment de mettre aussi de la puissance d'un coup et après de faire vivre des communautés et des logiques de commun. Yes. Pauline, tu voulais dire quelque chose? Oui, merci. Oui, je voulais juste faire un tout petit apport par rapport à l'articulation SIC-mutualisation ou mutuelle. Voilà, c'est que la SIC, déjà, elle oblige à mettre 57% de ses bénéfices dans des réserves non partageables entre les sociétaires. Donc, évidemment, on peut en mettre plus. Donc, ça fait mutuelle, en fait. Après, ça va être dédié à des projets communs, en fait, de la SIC. Donc, c'est un outil déjà conçu pour ça, quoi. Voilà. Enfin, au départ, c'était conçu pour pas s'en mettre plein les poches quand on était sociétaire d'une coop, mais ça peut aussi s'entendre comme une mutuelle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci beaucoup, Romain, c'était hyper intéressant. Je n'ai pas tout capté parce que j'étais en voiture, mais je crois que je vais le revisionner. C'est chouette que ça soit enregistré. C'est fait pour. Mais effectivement, la SIC, en fait, j'en ai pas parlé. Pourquoi on a choisi le format SIC? Parce qu'on aurait pu rester en coopérative. Enfin, c'est une coopérative, mais en coopérative loi 47. C'est que déjà, ça nous permet une gouvernance multi-acteurs où on peut associer des usagers, des partenaires, etc. Ça permet de pouvoir aussi avoir du bénévolat. Effectivement, parce qu'une coopérative, c'est quand même un outil de production pour ses salariés, alors que là, il y a une dimension d'intérêt général qui est portée par la gouvernance et par cette composition multi-acteurs. Yes. Alors, quelqu'un d'autre voulait soit commenter, soit poser une question Oui, volontiers, Christelle. Moi, je m'interroge, en tout cas, pour revenir un peu à la source, à moi-même, à l'intérieur, c'est la question, et c'est partage selon besoin ou avec un calcul fixe, parce qu'on a toujours la technique, les pourcentages, les pots communs, ça va 20% là-bas, ça va 5%, et il y a des merveilles dans ces algorithmes, il y a vraiment des choses chouettes qui s'approchent un peu de l'équité, en tout cas d'une justice, même si c'est un mot difficile à employer. Mais si je me questionne par rapport aux besoins, c'est dans la sécurité, dans le pot sécurité, il y a plein de choses. Il y a appartenance, légitimité, reconnaissance et sécurité. Si je vais un peu plus loin, je me dis l'indicateur personnel de richesse. Je travaille sur ça depuis un moment. Et comme moi, sûrement vous tous et toutes, vous êtes déjà amusés avec des calculs savants à trouver l'indicateur personnel de richesse, mais ok, je suis content de comment je vis. Qu'est-ce que j'ai besoin de sécuriser autour de moi, mes amis, ma famille et tout ça. Donc, si on va voir dans les entreprises libérées, il y a des illuminés qui se mettent autour d'un cercle et puis se disent « Ok, moi je suis assez riche, j'ai une belle hérédité, je n'ai pas d'enfants, nickel. Mon indicateur personnel de richesse, c'est 0. Donc, vous ne me donnez rien et tout est contribution libre. » Pourquoi? Parce que là, si je retourne sur mon besoin de sécurité qui contient l'appartenance, la légitimité et la reconnaissance, j'ai besoin de 0. Donc, est-ce que entre cœur, tête et estomac, pour citer les anciens, je ne sais pas. Est-ce que vous en êtes où, Romain? En tout cas, je te remercie déjà pour ce partage magnifique et puis avec un apport de Lionel que j'aime beaucoup. Vous en êtes où avec oui, Lorenzo, merci à toi aussi. Vous en êtes où avec ce besoin, ce partage selon besoin ou selon calcul savant? J'ai dit. Merci, parce qu'en fait, c'est marrant, tu mets des mots sur nos dernières discussions, notre dernière étape de construction où se sont posé la question des rémunérations. Pendant longtemps, on a été dans une approche sur les besoins, c'est-à-dire qu'en gros, peu importe ce que tu fais, si tu as besoin de 1000 ou 3000, on se fait confiance, à un moment, on se débrouille, et puis c'est ça qui définit les rémunérations. Et puis petit à petit, là, notamment parce qu'en fait, avec cette SIC, il y a aussi une vision de là, on est une quinzaine et on
on pense que notre modèle, il est quand même plus stable et efficient à 30, donc de petite croissance. Et de se dire, bon, on ne sera pas toujours dans ces niveaux de connaissances qu'on a entre nous. Ça pourra peut-être pas marcher si longtemps que ça. Et puis, en fait, ça marchait bien au début quand on n'avait pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent, ben, à un moment, tu dis, bon, ben, qui c'est qui a le plus besoin? Ok, ben, vas-y, prends ça, c'est pas grave si moi je suis moins payé que toi, etc. Puis quand on commence à sortir de mon salaire, il y a un moment, tu dis, ben, attends, pourquoi moi j'ai 45 balais avec l'énergie que je donne, pourquoi je suis payé à cet endroit-là, même si j'ai pas plus de besoin, est-ce que ça vaut pas plus, etc. Enfin voilà, l'argent crée des problèmes de riches à un endroit. Et donc, se sont posé la question des rémunérations différemment et aussi avec quelque chose de. Si on reste juste sur l'expression des besoins, il y a quelque chose du conditionnement qui peut s'inviter dans. Il y a des personnes qui ont pas de problème avec l'argent et qui n'ont pas de problème à demander de l'argent ou à se lancer dans des projets immobiliers, etc. Quand d'autres, en fait, vivent avec une croyance, je ne sais pas, que l'argent c'est sale ou que notamment, bah, tiens, c'est bizarre, comme par hasard, c'est souvent les femmes qui demandent moins que les hommes. Enfin, toi, il y a des conditionnements, il y a des habitudes qui se mettent en place qui risquent de perdurer si on fonctionne que comme ça. Donc voilà, on est un peu dans cette réflexion. On ne sait pas encore exactement comment on va faire, mais pour l'instant, on a confié à des rôles de la gouvernance avec un processus de concertation le soin de décider de ces rémunérations. Et là, la décision qui a été prise, c'est de privilégier dans un premier temps les besoins les plus urgents en termes économiques et un équilibrage homme-femme comme un des critères. Avec aussi un peu l'ancienneté que des personnes qui arrivent au moment où ça commence à payer ne soient pas tout de suite à un niveau de salaire au même titre que ceux qui sont là depuis 10 ans et qui ont fait les premières années à pas gagner un rond, quoi. Bon, voilà, il y a un équilibre à trouver. Ouais, en fait, ce que tu es en train de dire aussi, c'est qu'il y a vraiment plusieurs champs en fait, à explorer. À la fois les aspects purement juridiques, tu vois, de licence, etc. Et après, toute la relation, quelle est la relation à l'argent? Quelle est notre relation à l'argent? Voilà, et c'est aussi avoir des informations sur comment ça fonctionne aussi la circulation de la richesse, parce qu'en fait, on sait maintenant que voilà, de l'argent qui est sur un compte en banque et qui ne bouge pas, eh ben, c'est de la richesse en moins, en fait, parce qu'il faut que ça circule. Donc, moi, je trouve que là, ça a à voir aussi beaucoup avec l'énergie, la question voilà, de transmettre, que ça circule, quoi. Donc, il y a plein d'éléments, je trouve, à prendre en compte dans tout ça. Et ça a à voir aussi à la taille du groupe. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas faire les mêmes règles à 5 qu'à 50, parce que tu n'auras pas le même niveau de confiance et de connaissance mutuelle. Tu n'auras pas la même complexité non plus. C'est-à-dire que si tu vas prendre une décision à 50 au consentement, ça va commencer à être compliqué, donc tu vas être obligé de mettre en place d'autres mécanismes. Ça va aussi avoir rapport avec la capacité à déléguer du pouvoir à des rôles ou à des personnes. C'est-à-dire qu'en fait, un système au pourcentage, ça a le mérite qu'au moins la règle elle est claire et après, tout le monde récupère son pourcentage à la fin. Ce n'est pas forcément très fait en termes de complexité, mais au moins c'est simple et ça marche à un très grand nombre. Alors que dès qu'on veut être sur des trucs un peu plus complexes qui permettent de prendre en compte les situations de chacun, on va être obligé de créer un processus de décision ou de confier la décision à des gens qui vont devoir statuer en fait. Donc voilà, à quel moment on donne le pouvoir à l'algorithme, à quel moment on donne le pouvoir à des personnes en fonction de qui on est et de comment on se fait confiance, quoi. Oui, il y a aussi la question de la communauté de confiance. Rami, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors cette fois, c'est pas une question, mais justement, alors, déjà, oui, c'est vrai, merci beaucoup à tout le monde, c'est très, très intéressant. Oui, alors moi alors déjà, pourquoi je suis venu, c'est parce que moi, je suis extrêmement intéressé par, finalement, Michel Boens, par exemple, de la P2P Fondation, parlait à une époque de créer une contre-économie à l'économie capitaliste. Et donc, moi, j'espère finalement une contre-économie, hein, une économie du commun qui puisse représenter une forme de contre-économie à cette économie du capital qui, pour moi, a le pouvoir politique aujourd'hui encore plus qu'un président. Et effectivement, je pense que ce qu'a dit Maurice est extrêmement important parce que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a un vrai problème sur la question effectivement de la valeur, c'est-à-dire à quoi on donne de la valeur. Et cette valeur, aujourd'hui, c'est de la reconnaissance, notamment financière. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la reconnaissance, elle est que presque financière. C'est aussi un problème. On avait travaillé à une époque, avec Christophe qui nous a rejoint, sur justement, on est encore en train de travailler de toute façon dessus, sur une idée notamment de créer une coopérative, par exemple, où effectivement, on aurait plus un salaire en fonction du besoin
que simplement la reconnaissance de l'apport de ce qui est apporté au sein de la coopérative, mais où par contre on avait aussi une reconnaissance de l'apport qui était fait, mais qui cette fois pouvait s'incarner notamment par un pouvoir décisionnel peut-être plus important, notamment sur la question du réinvestissement à valeur sociale. Pourquoi? Parce que si on doit choisir entre investir dans une école alternative à Grenoble ou à Lyon, finalement, c'est extrêmement subjectif. Et ceux qui ont leurs enfants à Lyon, ils vont vouloir la faire à Lyon. Ceux qui ont leurs enfants à Grenoble vont la faire à Grenoble, et c'est normal. Donc, la problématique aussi de cette décision par GPC dans le réinvestissement, donc, qui par définition, en plus, est futur et subjectif, etc., c'est extrêmement compliqué. Et je pense que il faut absolument qu'on prenne conscience de l'enjeu finalement qui dépasse la simple question de réussir à rendre rentable une activité économique, mais qui pour moi peut aussi d'être un laboratoire post-capitaliste finalement sur la question de la valeur. Et je pense que c'est quelque chose qui, enfin pour moi en tout cas, on doit absolument trouver une autre manière de valoriser l'apport de chacun. Et donc, c'est vrai que là, je me fais un peu l'avocat du diable, mais cette question de la simple mutualisation de la connaissance avec un service qui est rémunéré d'un autre côté, avec un pourcentage qui est pris pour faire marcher la ski, qui est potentiellement investir sur un projet, comme je l'ai entendu en tout cas, à valeur sociale, pas forcément rentable, c'est extrêmement bien. Je pense simplement qu'il faut aussi se demander à quel moment, par exemple, moi qui vais venir enfin, on est un nous, effectivement, on est un nous dans un collectif global. On a tous envie de donner, mais l'économie du don, c'est aussi quelque chose que j'avais envie de dire parce que depuis tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de phrases comme ça. Moi, je donne, j'ai pas peur de me faire voler, etc. Ah oui, mais ça dépend ce qu'on a. On n'a pas peur de se faire voler et ça rejoint ce que disait Maudio, parce que quand on est déjà à peu près pas mal aussi, quand on galère, se faire voler, ça fait chier. Moi, je me suis fait voler des idées. Il y a un président qui est devenu il y a quelqu'un qui est devenu président en Tunisie sur la base notamment d'idées que j'avais pu co-porter. Derrière, ils n'ont pas su mettre en application ces idées. Enfin, il y a plein de problèmes qui se posent derrière ça. Et je pense que, je ne sais pas, moi personnellement, en tout cas, je pense qu'on est un nous. Et dans un nous, voilà, chacun a un rôle. Je pense que chaque rôle devrait être valorisé. Voilà. Et ça dépasse la question du salaire. Voilà, c'est ça ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que valoriser les contributeurs, ça va au-delà de la question financière. Valoriser financièrement, ça va au-delà de l'apport qu'on peut aussi donner dans le groupe. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose ces questions. Et la GPC, pour moi, elle a un énorme potentiel de nous aider à trouver de nouvelles réponses parce que c'est très subjectif. La question de la valeur, c'est la question du verre d'eau ou du diamant dans le désert. Ça dépend du besoin, ça dépend du contexte. Voilà. Et donc, voilà, moi, j'invite vraiment... je suis très curieux de toute personne Maurizio, j'aime beaucoup cette idée d'indicateur personnel de richesse pour recevoir selon son besoin. Je creuserai la question. Et bravo et merci beaucoup, Romain, Lorenzo, tout le monde, Christelle. Merci, Rami. Pour la suite. Voilà. Bernard, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, moi, je me pose toujours la question comment dire, de l'autre partie, parce que là, on est effectivement, j'allais dire, sur le principe d'être des facilitateurs ou des consultants, ou en tout cas des personnes qui pourront délivrer une formation ou un savoir. Mais en fait, on a forcément aussi des gens en face de nous qui acceptent, j'allais dire, les propositions qui sont, j'allais dire, faites par des consultants qui auraient spolié peut-être, j'allais dire, des savoirs ou des connaissances qui auraient été proposées par les JDN ou par l'UDN. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est comment ces clients, alors je ne sais pas si tu as des exemples à nous proposer, hein, Romain, mais comment ces clients peuvent-ils être, j'allais dire, aujourd'hui rassurés par des consultants? Parce que forcément, on demande toujours des références, on demande toujours quelle a été ta formation, d'où est-ce que tu as obtenu, j'allais dire, tes diplômes qui te permettent aujourd'hui de pouvoir proposer cette facilitation ou cette délivrance de connaissances. Voilà, c'est un peu ça, en fait, que je me pose. Et j'aime bien comprendre, moi, en fait, dans quel schéma on est et qui sont les fameuses personnes, parce qu'à un moment donné, quand une personne, un consultant, va faire une formation, je suppose que s'il en propose une deuxième, c'est que les premiers ont été satisfaits, sans doute, enfin, je suppose, voilà, enfin,
Parce que si les premières personnes ne sont pas satisfaites, forcément, le consultant, à un moment donné, il va plus avoir de possibilité d'avoir des clients. Voilà. Donc, est-ce que tu as des exemples concrets à nous proposer, Romain? Moi, les exemples que j'ai, c'est plutôt dans l'autre sens, mais parce que c'est ceux qui viennent à mon oreille. Peut-être que les spoils ne viennent pas à mon oreille. J'ai quand même plutôt l'impression que le fait d'être dans une démarche assez engagée au niveau des ressources libres fait que des personnes qui les utilisent après derrière se sentent vraiment reconnaissants. Et soit nous citent, soit même il y a des personnes qui font des dons en fait. C'est qu'avec le MOOC, etc., il y a des coachs, des formateurs, etc., qui nous font un don de 300, 500, 1000 euros des fois, parce qu'en fait, ils utilisent ces vidéos, que ça a de la valeur pour eux et que ça génère de l'économie et qu'ils sont reconnaissants de ça. Donc en fait, pour moi, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression, ou alors aussi ce qui se passe, c'est ce que disait aussi tout à l'heure Zut Mathilde, je crois, c'est que ça génère l'envie de faire pareil, donc de aussi créer des ressources en CCBA, Oui. etc. Et Par la contre, chaîne, c'est la chaîne en fait. Ça, ouais, il y a une forme de contagion, en tous les cas pour les personnes qui se sentent, enfin qui sont sincères et qui sont dans une démarche. Et je crois quand même que quand on forme sur ce sujet de la coopération, enfin, j'ai du mal à croire qu'on puisse être dans une logique hyper capitaliste, en mode compétitif, et juste qu'il y a du business à se faire. Je pense que ça se voit assez vite, en fait, le manque d'alignement entre la parole et les actes et la posture, ça se voit très vite, et en général, ça fait des mélanges qui ne sont pas très, très bons. Mais peut-être que je me trompe, hein. Et par contre, je crois que plus ça va, plus la communauté, enfin les usagers, ils deviennent eux-mêmes des régulateurs parce qu'ils savent en fait que bah ouais, mais là tu es en train d'utiliser des trucs, des ressources, etc. Tu cites pas l'auteur. Bon, ben là en fait toute ta formation c'est que du pompé. Enfin, au bout d'un moment, ça se voit quoi. Voilà. Moi, en tout cas, je suis plus envie de faire confiance à ça. Et comme tous les systèmes, comme le chômage ou n'importe quel système comment dire, de solidarité, ben, il y a toujours des abuseurs en fait. Mais finalement, le risque à vouloir contrôler ou empêcher que ça arrive est souvent beaucoup plus important que ce que ça ferait perdre à tous ceux qui jouent le jeu, quoi. Bah, écoute, merci Romain, parce que je suis vraiment rassuré par rapport à ça, parce que c'est un peu ce que je pensais aussi, mais j'entends quand même un peu de tous les côtés que il y a des gens qui s'accaparent des contenus que vous auriez proposés ou vous auriez diffusés et qui s'en servent, j'allais dire, de façon un peu pas très sympa. Donc merci beaucoup, ça me rassure vraiment. Mais par contre, sûrement que ça arrive. Et puis moi, je te parle de ma façon de réagir. Je sais que dans mes collègues, il y a des gens qui ça ferait hurler, tu vois. Après, voilà, c'est comme le rapport à l'argent, c'est le rapport au copier-coller, le rapport à la propriété intellectuelle, c'est mon idée, je m'y attache, ou au contraire, bon, bah, c'est une idée qui est passée par moi, elle fait sa vie, quoi. Ouais, chacun a sa façon de vivre la chose, je crois. Alors, juste petit point timing, il faudrait clôturer dans pas très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a des questions brûlantes ou des choses, des points à faire? Robert, peut-être? Oui, je voudrais rebondir à la fois sur ce qu'ont dit en fait Rami et Bernard. D'abord sur ce qu'a dit Rami, en fait, voilà, je me suis fait piquer des idées, ou j'ai eu des idées qui ont été reprises par des gens qui les ont mal appliquées, déformées, et je relis cela avec ce qu'a dit Bernard juste après. Ça me paraît vraiment un point important parce que l'on parle beaucoup d'argent, et moi je voudrais qu'on parle aussi de l'intégrité des idées. Ça me paraît quand même un point extrêmement important et que j'ai pas beaucoup entendu là ce soir. Un commun, c'est pas seulement une histoire d'argent, c'est aussi une filiation d'une idée qui a des. Enfin bon, Christelle, tu sais très bien, on a beaucoup échangé là-dessus l'hiver dernier. Une idée vient de quelque part et c'est important de défendre l'intégrité d'une idée. Bien sûr aussi son auteur, Rami, je te soutiens complètement sur ça et je vois vraiment d'où tu viens. Mais la notion d'intégrité, de filiation d'une idée, parce qu'effectivement, une idée, elle a une énergie, elle a une dynamique, un modèle a une dynamique, etc. Et il n'y a rien de pire que des gens qui non seulement veulent un modèle et font de l'argent avec, à la limite, je m'en fous qu'ils fassent de l'argent, mais ce qui est horrible, c'est des gens qui tuent le modèle, qui le décrédibilisent en faisant n'importe quoi avec. Et pour moi, je suis en train de mettre de l'énergie dans ce que je dis là, mais ça me paraît vraiment important, si je joins un commun, si je décide de mettre de l'énergie, etc., c'est important pour moi d'avoir, j'ai presque envie de dire, une garantie morale que les gens de ce commun seront prêts, s'il le faut, à se battre, moralement en tout cas, hein,
pour défendre l'intégrité des idées, pour qu'il n'y ait pas des salopards qui fassent n'importe quoi avec. Parce que ça me ferait vraiment chier. C'est là où tu parles de communauté, en fait. Oui. Que les communs, ce n'est pas juste des ressources partagées, c'est aussi une communauté avec l'intention de défendre ces communs, c'est ça? Et donc l'intégrité, vraiment, l'intégrité des modèles, parce que moi j'ai trop vu, quoi, je veux dire, ça fait 40 ans que je bosse, j'ai trop vu des gens qui prennent des espèces de modèles, qui les édulcorent, qui en font n'importe quoi. Je repense au travail aussi magnifique qu'a fait quelqu'un comme Johanna Kellin avec sa turbine à bonheur, etc. Elle a fait des trucs géniaux, puis un mec est arrivé, qui a foutu plein de pognon, et puis pof, voilà, qui a fait n'importe quoi avec. Ben non. Et si à l'époque il y avait eu un commun, peut-être qu'on aurait pu défendre les 10 ans de travail accumulé, de relations croisées qu'elle avait faites bénévolement en plus. Bon. Et merde, quoi. Bah, du coup, elle est partie s'installer dans un petit village au fond de la Bretagne. Bon, heureusement, elle est très heureuse là-bas, mais dommage pour tout ce qu'elle avait construit, parce qu'il n'y a eu personne pour défendre ce commun à ce moment-là. Oui, et je partage complètement ton avis. Simone? Excusez-moi, est-ce que je voudrais juste Bonsoir à tout le monde. Attends. Ah, pardon. Il y a quelqu'un qui parle en même temps que toi, Simone. 2 secondes. Je ne sais pas. c'était moi, C'est toi, Barbara? Non, c'est qu'il y a l'écho, je crois. Oui, Ok. c'était moi, excuse-moi, j'éteins. Ok. Simone, si tu veux bien réactiver ton... Déjà, bonsoir à tout le monde. Je suis arrivée un peu en retard. Donc, je voulais exprimer ce qui pour moi est très important dans un commun, c'est de vraiment poser, travailler en préalable sur les intentions, sur les différents niveaux d'intention pour qu'on arrive vraiment à définir les valeurs du collectif. Et pour moi, ensuite, vraiment faire un travail sur la notion du pouvoir et accrocher au pouvoir la notion d'argent, où on veut en placer ça dans ces collectifs-là. Et pour moi, c'est une fois que ça, c'est clair, j'adhère ou je n'adhère pas. Parce que si c'est mettre des communs, ça existe déjà plein de modèles. Et c'est juste faire du copier-coller sur quelque chose de nouveau. Pour être dans un champ nouveau, pour créer un champ nouveau, c'est nécessaire pour moi de définir vraiment cette intention commune sur laquelle, là, il ne faut pas y déroger. Voilà, pour moi, c'est très important de commencer par ça. Merci. Merci, Simone. Nathalie? Ouais, moi j'ai entendu plein de choses tout récemment qui vont vraiment dans le sens de ma toute petite expérience parce qu'elle a débuté au mois d'avril. En fait, moi j'ai créé une méthode et en fait, moi ma volonté, c'est pas tellement de faire du collectif pour faire du collectif, mais c'est de participer à la lutte contre le changement climatique. Donc, je crois néanmoins, enfin pour moi, d'un point de vue politique, il n'y a pas de futur sans collectif, donc de toute façon ça reste ça, mais c'est pas affiché comme une volonté, c'est plutôt affiché comme un moyen, ce collectif. Et en fait, donc j'ai créé une méthode, elle est en CC by SA, et en fait j'ai monté une communauté, donc pour l'instant on est 16, mais pour rentrer dans cette communauté, il faut que les intentions soient très claires. Et voilà, donc il n'y a pas on n'a aucune structuration, on n'est pas une association, on n'est rien pour l'instant. Et puis en fait, elle a 3 buts techniques, on va dire. Elle a d'être une communauté d'usage, c'est-à-dire que pour moi, j'aimerais que ce truc, ça devienne un peu viral, quoi. C'est le truc du CC by SA. En fait, ça va changer la stratégie des entreprises. Donc, c'est quelque chose de... Voilà, ça ne se fait pas tous les jours non plus, mais j'espère que ça sera le plus possible. Donc, il y a communauté d'usage, communauté de contribution, c'est-à-dire que si on a des expériences, des communauté d'expérience, etc. Et puis de garant aussi, c'est-à-dire que, en fait, moi, personnellement, si cette méthode, elle est réutilisée, elle est beaucoup à base de théorie, elle est comme ça, si quelqu'un la réutilise et que c'est pas pour quelque chose qui irait complètement à l'encontre de ce que je souhaiterais à l'origine et que c'est pas cité, bon, ça m'embêterait plus pour la communauté parce que finalement, le côté un petit peu viral, il fonctionne un peu moins, mais bon, si c'est fait 1 ou 2 fois, ça c'est pas dramatique. En revanche, moi, ça me touche pas personnellement, quoi. Voilà. Et donc ça m'aide beaucoup finalement dans
la démarche globale de ce que je fabrique, quoi, en fait. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. Et puis, il y a aussi une raison d'être à la communauté. Et en fait, chaque fois qu'on se réunit, une fois par mois, on revient sur la raison d'être. La raison d'être, c'est pas d'être en commun, c'est de faire des transitions, le plus possible de transitions pour le changement climatique. Et du point de vue de l'argent, donc moi, j'ai mis beaucoup de choses, j'ai auto-édité un bouquin, etc., etc. Je compte simplement, et la formation, tout de suite, enfin, toujours dans cette question de viralité, la formation, elle est à base de participation consciente, entre autres. Après, s'il y a des OPCO ou quoi qui veulent financer, ça va très bien. Et en fait, moi, je pense que la seule et unique, le seul et unique revenu, c'est donc l'usage, c'est-à-dire de faire des transformations. Et comme c'est en immersion sur pas mal de mois, voire un an dans une entreprise, ça devrait suffire à me rémunérer, quoi. Après, les questions de rémunération, finalement, comme moi, j'ai décidé de mettre un pot initial et on le partage, quoi. Et elle ne se pose pas, parce qu'après, ce sont des consultants qui vont faire l'usage de cette méthode comme ils l'entendent. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je vois naître la confiance, parce que justement, il y a une raison d'être. Et puis, il y a des gens qui ont voulu rentrer dans la communauté, puis ils ont vu qu'ils n'étaient pas d'équerre, donc ils se sentent eux-mêmes... ils sont eux-mêmes pas rentrés. Et ce que je trouve vraiment passionnant pour l'instant, c'est que on commence à se partager les prospects. Moi, j'avais un contrat Bicorp qui m'était arrivé. Alors, je ne veux pas faire du Bicorp nécessairement pour l'instant. C'était juste mon plan B, voire C. Donc, je l'ai refilé à quelqu'un. Et ça, pour des gens qui sont des concurrents, normalement, voilà, ça me plaît bien. Yeah, bravo Nathalie. Merci. Quelqu'un veut encore réagir? Oui, moi j'avais envie. Ah, Barbara, on t'entend plus. Oui, bien. Et il y a un truc que j'aimerais bien dire par rapport à ce que tu dis, Nathalie, parce que ça me fait envie ce que tu dis. Et je me dis, tiens, nous, on a fait un chemin vraiment compliqué avec les JDN, notamment dans ma tête, ça a été souvent confus. Mais je pense aussi parce qu'en fait, on a commencé tout de suite avec une grande communauté et à chercher c'est quoi l'intention de cette communauté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens autour de l'UDN, on s'est posé plein de questions avec cette communauté de comment on se constitue un écosystème, les JDN, autre chose. Et donc, on a beaucoup cherché à beaucoup de personnes. Alors qu'en fait, le fait de commencer petit avec une intention claire et trouver des gens qui partagent cette intention et de clarifier ça dès le départ, je pense qu'effectivement, c'est vraiment aidant, quoi. Nous, on a fait ça dans l'autre sens. Et, voilà. C'est aussi un chemin, mais c'est un peu plus. On verra si ça marche. C'est ça. Pour l'instant, c'est tout récent. Tous les chemins mènent à Rome, et puis vous avez été pionnier un peu aussi dans tout ça. Donc, c'est normal aussi, ça prend plus de temps. Alors, on va bientôt s'arrêter là parce que ça fait déjà 2 heures. Est-ce qu'il y a encore une dernière intervention ou ça va? Dans ces cas-là, si personne ne veut... Si, Pascal? Si, moi, je veux bien quand même prendre... J'allais écrire à Romain, et puis là, comme tu me prends de court, Christelle, je vais l'exprimer de vive voix. On a beaucoup parlé de toutes les dimensions, on va dire, cognitives. Je sais qu'avec Romain, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, puisqu'il y a le Sansart au sein de l'UDN, et puis aussi au sein des jardiniers aussi un jardin autour du Sanso. Alors, je ne sais plus comment on l'appelle, mais il y a toute cette dimension, puisque je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, Romain, toutes ces dimensions, dirais-je, de la place du corps dans l'intelligence collective, je l'exprime comme ça, on peut l'exprimer de plein d'autres façons, qui n'est pas évoqué dans toutes nos démarches. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui naturellement le pratiquent ou se l'approprient sous différentes formes, mais ça aurait été intéressant peut-être d'aborder aussi cette dimension-là que toi-même tu mets en pratique. Merci, Romain. Ok, Lorenzo, on va vers la clôture, donc on ne va pas réouvrir ce champ-là. Et je crois que Pascal, tu voulais dire quelque chose?
Oui, pour rebondir par rapport à ce que disaient Simone et Nathalie sur les communautés de personnes qui se connaissent et qui développent par rapport à leur motivation, leurs valeurs. Et donc, la problématique que Romain a évoquée en disant qu'il y avait une difficulté à élargir le nombre de contributeurs au contenu. Je crois que la contribution au contenu est très liée justement à l'identité racine des groupes ou des collectifs qui ont du brain. Et je me pose la question si l'infrastructure de commun ne devrait pas être neutre ou personnalisable. Parce que donc, ici, nous avons affaire avec JDN à un archipel qui est localisé dans le champ relationnel, donc politico-spirituel, philosophique. Et donc, il y a des tensions dans ces champs parce que au niveau, on le voit avec la spirale dynamique, que l'identité, les valeurs, les croyances, etc., structurent et divisent le champ. Et donc, si on a une approche holistique de toutes ces questions, eh bien, ça c'est la loi de Murphy. Et donc, si on a une approche générale holistique de toutes ces questions, ben, on ne se positionne pas par rapport à ça et on se pose la question de l'infrastructure neutre, ce que le grand capital s'est très bien posé en faisant croire que l'infrastructure d'Internet était neutre alors qu'elle ne l'était pas, puisque c'était ensuite une machine à data. Mais en tout cas, l'infrastructure est vraiment neutre au service et permet la personnalisation. Et je me demande si ce n'est pas là un modèle qui est quasiment universel parce qu'il tient à la nature humaine. Ouais, merci. Ouais, ça ouvre un nouveau sujet de débat, mais peut-être juste pour dire qu'effectivement, je pense une des raisons aussi qui fait qu'on met du temps à trouver d'autres contributeurs, c'est qu'on a une marque Jardinier du Nou qui est très marquée dans un univers, Université du Nou, etc. On s'est posé la question de est-ce que c'est la bonne identité, et en même temps qui est une identité qui génère aussi une communauté et une appartenance de valeurs, etc., avec aussi un sentiment ouais, de famille, de communauté. Donc, c'est là où je me dis, bah, il y a peut-être aussi d'autres structures qui sont plus à même de porter à un autre endroit du logiciel, fait que ça, pour le coup, c'est vraiment neutre. Okay. Et le fait qu'on ait choisi de développer tout ce qu'on a fait avec des logiciels open sur un endroit beaucoup plus neutre, voilà. Mais en tout cas, j'aime bien ta question et c'est effectivement une question qui me paraît clé. Ouais. Ok, super. Alors, ben, évidemment, il y aurait plein de choses à encore discuter et à co-créer entre nous. Là, on va clore. Je ne sais pas quelle va être la suite de cette soirée extrêmement riche, je trouve, mais je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous propose de rester en lien avec le groupe Facebook et peut-être aussi ceux qui ne sont pas inscrits sur le groupe Google Group sur lequel voilà, il y a les communications. On est vraiment déjà un bon noyau dur à avancer sur ces questions. Donc, n'hésitez pas à revenir aux prochaines rencontres. L'idée, c'est de continuer ces rencontres et d'approfondir. Et puis, bah, avec Romain, on est aussi en lien sur les JDN. Donc, on va pouvoir aussi, moi, je vais pouvoir aussi relayer comment avancer, comment contribuer. Et voilà, n'hésitez pas à rester en contact rapproché avec ce groupe de travail qui, mine de rien, a produit pas mal de contenus et des vidéos et des contenus écrits qu'on peut retrouver sur la nuée, en fait, sur le wiki de la nuée. Voilà, donc en tout cas, je voulais vraiment vous remercier tous beaucoup pour vos apports, vos réflexions. Merci beaucoup à toi, Romain, d'avoir accepté l'invitation et j'espère que toi aussi, ça t'a apporté des choses dans toutes ces discussions. Tu veux peut-être faire un petit feedback? Ouais, merci beaucoup. C'était hyper intéressant et ça ouvre plein de questionnements et
de perspective. Et encore une fois, bravo aussi pour ce que j'ai suivi de loin, mais toute cette démarche, elle est vraiment hyper riche et hyper intéressante. Moi, malheureusement, je suis plus sur Facebook. Enfin, j'y vais plus. Mais si vous voulez un espace sur le Grand Jardin pour pouvoir échanger dans un endroit open source avec le wiki la nuée, parce qu'en fait, les deux s'intègrent très bien, comme vous avez pu le voir, c'est fait pour ça. Ouais, bien sûr. Alors, le groupe Facebook. Moi, je lance un sujet à la fin, désolé, c'est pas Ouais, non, mais c'est un vrai sujet parce que voilà, c'est pas idéal d'être sur Facebook. Mais on n'est pas énormément sur Facebook. Enfin, Facebook, ça sert juste à dire tiens, c'est à telle heure, voilà le lien, c'est tout. Après, les échanges se font surtout en live et puis après. Chacun peut proposer aussi des thématiques. C'est surtout du live qui nous fait avancer que réellement les réseaux. Après, les réseaux sont bien pour justement donner des rendez-vous et se rencontrer parce que ce qu'on peut faire entre nous, se poser des questions, se donner des informations comme ça en live, c'est vraiment ça qui fait avancer le Schmilblick, je trouve. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, de toute façon, il y aura une suite, bien sûr. Il y a tellement de choses passionnantes à explorer et puis à expérimenter entre nous. Donc, on passe en fait de soirées où on invite des personnes et puis parfois, on se retrouve aussi entre nous pour expérimenter des choses et aller un peu plus loin sur toutes les questions de mutualisation, de modèles économiques, soit personnels, soit communautaires. Mais voilà, n'hésitez pas aussi, vous, si vous avez envie d'inviter des personnes ou proposer des thématiques, vous savez où me contacter. Génial. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Bye bye. Salut. Merci, bye bye. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bon déménagement, Christelle. Merci. Oui, salut.